Hello tout le monde, bonsoir à tous. On est aujourd'hui avec Claire. Salut Claire, comment ça va? Ah, bah du coup on t'entend pas Claire. On va voir si tu as le micro allumé. Ah, fallait bien qu'il y ait un petit problème technique, sinon c'est pas marrant, hein. On t'entend pas. Je sais pas si ton micro il est allumé Claire. Ok, le micro il est allumé mais je pense que ça fonctionne pas. Sinon, peut-être pars et reviens dans la conférence. Pas de problème. Ok, bon, bah, petit problème technique, pas de souci. On a le temps. On est avec vous ce soir jusqu'à 22 heures ou plus s'il le faut. J'espère que vous êtes chaud ce soir. Salut tout le monde. La diffusion a commencé. Yes, elle vient de commencer du coup. Alors, bonsoir Thibaut, Florian, Caroline, Michael, Kenny du virus. Ok. Bonsoir Dom, bonsoir Julie, Maïlis. Je vois qu'il y a des prénoms qui reviennent, c'est cool. Bonsoir Bonsoir Jérôme. Franck, est-ce que tu m'entends? Ouais, on t'entend. Ouais, c'est Top. la Comment petite tu vas, blague. Claire? Bah ça va la forme, écoute, c'est toi? Ouais, super. Bonsoir tout le monde. Jean-François qui dit hello la team. Amandine, bonsoir. Aurélien, bonsoir. Alors comme hier, on attend juste encore une ou deux petites minutes, le temps que les petits derniers se connectent. Salut Aurélien, salut Sapir, salut Kevin. Bah, je vois qu'il y a des gens qui suivent les trois conférences là, c'est cool. Il y a des noms qui reviennent là. Ouais, Sapir, il Bonsoir de était là hier. Lyon, toujours motivé. Tiffen, yeah. N'hésitez pas à nous dire encore une fois d'où vous venez pour qu'on sache un petit peu où est-ce que vous vous situez. Bonsoir à tous. Coucou Claire, bonsoir à tous. Je crois que tu as ton fan club qui est là, Claire, aujourd'hui. Salut Kenny. Salut Donatienne. Les problèmes techniques, c'est toujours normal, ça prouve que ça fonctionne. Ouais. Un bonsoir de Soufflenheim, c'est proche de chez moi, ça. Yes, c'est proche de chez moi aussi, moi je suis à Strasbourg. Et ouais, c'est le camp alsacien, C'est ce grand. coin-là. Grenoble, waouh, 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 ça défile là. Alors, hello, Yes, Grenoble, Paris, Thionville, Grisheim. Salut Philippe. ça fait plaisir. Bordeaux, ici c'est Paris, Saint-Brieuc, Strasbourg, Poitiers, yes. Val d'Oise. Waouh, il y a du monde là. Ils sont chauds. Bonsoir à la C'est Réunion, c'est cool ça. En plus, je crois qu'il y a un petit décalage pour la Réunion. Je crois qu'il est plus tard à la Réunion, donc il y a des couches tard là. Super. Bon, bah c'est top. On va pouvoir se lancer. On est parti comme hier, toujours sur une ambiance très détendue. Encore une fois, si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas à les garder éventuellement pour les poser à la fin. On répondra comme hier à toutes les questions, comme avant-hier aussi. Et si vous avez des questions qui sont vraiment en rapport avec le sujet qu'on est en train d'évoquer, n'hésitez pas à la mettre. Et puis si on peut embrayer là-dessus, ben, on le fera avec plaisir. Donc ce soir, troisième conférence du IMO Bootcamp, avant-dernière conférence. La dernière se trouve donc demain à 20 h également. Donatien qui dit il est 22 h à La Réunion. Ouais, donc c'est cool. Donc en troisième photo. conférence. Allez, vous souriez, vous êtes sur Insta. Ce soir, je suis avec Claire Michel, Claire D'Huissier, ancienne Claire D'Huissier. Et donc, on va parler de tout ce qui est juridique, notamment par rapport à la crise. Donc, voilà, il y a des choses qui ont déjà été décrétées, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien, il y a des choses qui sont dangereuses, il y a des choses contre lesquelles il faut faire attention, contre lesquelles on peut se protéger, contre lesquelles on peut peut-être ne pas se protéger, où il faut vraiment faire gaffe. Donc, Claire, elle est là pour répondre à tout ça ce soir. Claire, parle-moi un peu de toi, là, qu'on sache un peu Avec plaisir. qui est-ce que tu es. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je vois qu'il y a plusieurs personnes dans le chat que je connais, notamment Mehdi, peut-être Kevin aussi, Julien. Donc je leur passe le bonjour. Pour les autres, donc je me présente, je suis juriste, je suis blogueuse, investisseuse. Alors juriste, d'ailleurs Loïc Cardin l'a dit hier soir que c'est peut-être un peu ennuyeux et tout ça. Non, en fait, c'est pas qu'on est pessimiste ou négatif, c'est juste que nous on veut anticiper. Donc, on est là pour ça et c'est ça qui est vraiment passionnant. Donc, je suis huissier de justice de formation. Comme tu l'as dit, je suis ancienne clerc d'huissier. Et en fait, ce que j'adore, en fait, plus que lire vraiment les billets, et des élèves huissiers aussi que j'accompagne pour réussir l'examen d'huissier de justice.
Ok, donc là, tu as créé 2 blogs, hein, c'est ça, je crois, un qui est vraiment dédié à… Entendez bien, est-ce que vous nous voyez bien? Dites-nous. Problème de son et d'image. Ouh, c'est pas bon ça. Ça bug, ça fait que bugger, son et vidéo bug. Ok. Qu'est-ce qui bug? Est-ce qu'il y a le son? Est-ce que c'est l'image? Qu'est-ce qui se passe? Plus rien, ça bug. Ok. Bon. Essayez Décidément. peut-être de revenir dans la salle ou… Est-ce que c'est les deux qui bug ou alors est-ce que c'est vraiment juste un des deux? Ça bug non-stop, là ça va. L'image, reconnectez-vous, son plus image figée. Ce qu'on va faire, je vais lancer un panic button. Là, on va rebooter toute la salle. Donc j'espère qu'on va pas trop en perdre au passage. Mais je pense que c'est le meilleur à faire là. Revenez parce que j'ai des pépites pour vous. Hein. Ouais, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer la salle, on va réactualiser toute la salle, donc vous allez déconnecter et reconnecter. C'est possible qu'il faut que vous vous reconnectez manuellement. Normalement, tout se fait automatiquement, donc touchez à rien. Il y en a un qui dit que ça marche après 2 reconnexions. Ok. Ça remarche, c'est bon. Maintenant, c'est ok. Ok. C'est ok. Le truc, c'est qu'on a aussi un décalage entre ce que nous on dit et entre le chat. Donc, il y a à peu près 20 secondes de décalage entre ce que nous on dit et ce que vous voyez et ce que vous entendez. Ok, donc apparemment, ça fonctionne. Ok. Bon, on va continuer. Enfin, on va commencer plutôt. Et si jamais on sent si jamais ça marche pas, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat et on fera une mesure d'urgence. Ok. Donc, on en était où? Donc, Claire, tu t'es présentée. Tu m'as dit que tu avais une expérience en tant que Claire d'huissier, qu'aujourd'hui, tu avais 2 blogs. Un où tu accompagnais vraiment les personnes qui veulent réussir leur examen de Claire d'huissier et un autre d'huissier, ouais. Et voilà. puis un autre blog du coup pour les investisseurs, c'est ça? Exactement. Ok, top. Du coup, je voudrais commencer ça par vous faire parvenir un petit sondage, juste pour sonder un petit peu la salle et savoir aujourd'hui, est-ce que par rapport à cette crise, par rapport même pas par rapport à la crise, mais par rapport à l'immobilier d'une façon générale, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport au fait d'avoir un problème avec un locataire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Enfin, pas si ça vous est déjà arrivé, mais est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport au fait que voilà, un locataire ne paye pas, un locataire dégrade l'appartement peut-être, un locataire a des retards de paiement, etc. Donc, répondez-moi. Waouh, donc il y a pas mal de oui. Donc, concrètement, encore une fois, on n'est pas là pour jouer les gros durs et pour jouer les personnes qui ont peur de rien et tout. Enfin, je vous avoue que même moi, voilà, il y a toujours une petite crainte. Moi Donc, aussi. n'hésitez pas à nous le dire. De toute façon, tout ça, ça reste anonyme. C'est vraiment juste pour qu'on sache un petit peu si on ne s'est pas trompé de salle quand même. Hein. Donc là, apparemment, ouais, on a presque 80% de oui. Donc, ouais, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes. Donc, Claire, je pense que tu vas nous servir ce soir. Avec plaisir. Ok, plus de 80%, donc on est à 80-20. Ok, loi de Pareto. Et maintenant, j'ai envie de vous faire parvenir un deuxième sondage pour finalement savoir est-ce que aujourd'hui, alors, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec les locataires? Vraiment, donc là, ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont déjà investi. Alors, le sondage arrive, hop. Ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont déjà investi pour savoir si, oui ou non, vous avez vraiment déjà rencontré un vrai problème. Alors, on ne parle pas forcément d'un retard de paiement de 2-3 jours, parce que j'estime que ça arrive quand même assez régulièrement. Enfin, assez régulièrement. Ça peut arriver, on va dire. Mais est-ce que vous avez vraiment eu des locataires qui n'ont pas payé, qui ont dégradé, qui ont enfin, des problèmes, quoi, en gros? Ok, donc là, on est inversé. Rémi qui nous dit pas encore. Ok, ben tant mieux. Ok, donc il y a quand même 33%, 36%, 38%, 40%. Ah ouais, il y a déjà pas mal de choses quand même, quoi. Bon, en tout cas, je suis rassuré comme de voir que c'est pas les 80 qui étaient, enfin les 80% qui étaient inquiets, qui ont en effet eu des problèmes, mais on voit qu'il y a quand même 40% des personnes, 40% qui ont en effet déjà eu des problèmes. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat un peu, à nous préciser quel type de problème,
partagez-nous des anecdotes et tout ça. OK. Donc, en effet, vous l'avez compris, il est vraiment important de savoir anticiper les choses, de savoir se protéger. Tout le monde a des inquiétudes. Tant que ça n'arrive pas, on se dit tant mieux, ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, c'est pas pour nous les inquiétudes et tout ça. Enfin, c'est pas pour nous les problèmes. Mais on voit qu'il y a quand même 37% qui ont eu des problèmes dans la salle, en tout cas. Donc voilà. Donc, concrètement, Claire, aujourd'hui, par rapport à ce qui nous arrive, cette crise et tout ça, par rapport il y a eu certaines mesures aussi qui ont été prises. Déjà, quels sont les faits aujourd'hui? C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place un petit peu? On sait qu'il y a eu quelques mesures qui ont été prises déjà, enfin, par rapport aux professionnels, par rapport aux bails commerciaux, etc. On sait qu'il y a eu certains décrets qui sont sortis, etc. Concrètement, quels sont les faits aujourd'hui? Sans forcément énumérer toute la liste, parce que j'estime que tu n'as pas forcément l'ordinateur dans la tête, mais aujourd'hui, quels sont les faits les plus communs et qu'est-ce qui s'est passé déjà aujourd'hui? Exactement. En fait, d'un point de vue juridique, c'est vraiment la loi du 23 mars qui fait tout partir. C'est cette loi-là qui va permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance. Donc pendant 3 mois, ils peuvent prendre des décisions sans qu'il y ait la navette parlementaire. Et là, il y a pas mal de petites choses qui changent. Donc en fait, il faut retenir qu'il y a une période juridiquement protégée du 12 mars. Ça, c'est la date, le point de départ, on est sûr. Jusqu'à priori au 24 juin. Mais ça, c'est à prendre avec prudence parce que ça peut changer. Donc les choses que je vais vous dire ce soir, ce sont, comme finalement les 2 autres soirs, des choses qui peuvent changer. Donc surtout, tenez-vous informés, suivez des investisseurs qui se tiennent au courant par rapport à ça. Pareil, ce ne sont pas du tout des conseils, des consultations juridiques que je vous donne, c'est vraiment ma vision d'investisseur et de juriste basée sur mon expérience et mes lectures. Donc, tenez-vous bien au courant. Il y a déjà des petites choses dont on peut parler, que tout le monde a pu remarquer. Par exemple, les déménagements. Donc, si vous avez un locataire qui doit partir ou qui devait partir et qui n'a pas pu partir, comment ça se passe? Dans ce cas, par exemple, on va prendre ce cas. S'il ne peut pas partir, par exemple parce que lui-même, il devait prendre un appartement où la personne allait rester dedans, il faut qu'il se mette vraiment d'accord avec vous pour rester. Et il faut voir avec lui pour rédiger une convention, ça s'appelle une convention d'occupation précaire, mais disons que vous mettez sur un papier, par mail, si possible signé le plus vite possible, en disant voilà, compte tenu du contexte, le bail est résilié, mais j'autorise mon locataire à rester de telle date à telle date et qu'il me paye une indemnité d'occupation et surtout pas un loyer. En droit, ça a beaucoup d'importance les mots dits, parce que si vous dites loyer, un juge, bon, on va aller assez loin, je vous dis, j'anticipe, mais un juge pourrait dire ah bah non, c'est un contrat de bail, donc monsieur, il n'y a pas besoin de partir. Donc vous mettez bien ça par écrit, vous datez, vous signez, attention aux gestes barrières, vous lavez bien les mains, et ça règle ce cas-là. On a par exemple aussi le problème, les déménagements, ils sont interdits en principe. Ça, je préférais aussi le dire. C'est un argument qui est recevable de la part d'un locataire, il faut bien en être conscient. En fait, ils sont reportés jusqu'à nouvel ordre, notamment les déménagements avec des professionnels, parce que les gestes barrières ne peuvent pas être respectés. Mais il y a des exceptions pour les impératifs. Donc, la loi, elle dit, par exemple, des urgences sanitaires, urgences sociales, urgences de péril, organisation des soins face à l'épidémie, voilà, des choses vraiment très, très compliquées. Pour les états des lieux, pareil, ils ne sont pas interdits en soi. C'est simplement qu'il faut bien respecter les gestes barrières. Je connais une agence immobilière qui en a fait. Bon, après, elle était seule. Elle avait convoqué tout le monde, mais ils ont décidé d'un commun accord de ne pas venir. Elle les a fait. J'ai d'autres investisseurs qui les font à distance. Donc, après, tout est envisageable. Simplement, si vous les faites à distance, ça va être plus compliqué quand même pour la preuve. Parce que je trouve qu'on ne voit pas aussi bien en vidéo qu'en réalité, par exemple, l'état d'un mur ou l'état d'un sol. Donc, faites juste attention par rapport à la preuve et puis surtout comment le faire signer des parties. Pour que ça soit opposable, en fait, s'il y a un litige. Après, est-ce que tu veux que je parle, par exemple, des permis de construire? Ça peut être intéressant. Ouais, bien sûr. Parce que je sais que Pascal, je pense qu'il est là, il a eu un permis de construire là pendant la période du confinement. Donc, comme vous êtes investisseur, peut-être que vous avez un projet en cours, ça peut vous intéresser. Donc, écoutez bien. Je lis une feuille, parce qu'il y a tellement de choses, voilà, c'est peut-être pas très agréable, mais au moins vous aurez votre réponse. Mais au moins on voit qu'elle vient pas les mains vides et puis elle vous a vraiment préparé des trucs Jamais. intéressants. Donc, toujours. Donc franchement, il y a vraiment des pépites qui vont sortir ce soir et pour connaître Claire, je le sais, quoi. Merci beaucoup. Alors pour les permis de construire, donc il y a 2 cas. Les délais de recours.
qui n'ont pas expiré avant le 12 mars. Donc, tu sais, il y a 2 mois de recours contre un permis de construire. Donc, si ce délai de recours n'a pas expiré avant le 12 mars, il est suspendu à cette date. Donc, ça veut dire que le délai qui a déjà couru, il est acquis, donc on le garde. Hein. S'il y a par exemple, je sais pas, 20 jours qui se sont écoulés jusqu'au 12 mars, on garde ces 20 jours. Ouais. Donc, juste, je te coupe juste un délai de recours. Si jamais, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait, à partir du moment où vous déposez le permis de construire, il y a 2 mois en fait à purger à ce que personne en fait s'oppose à ce que vous construisiez. Donc, c'est ce qu'on appelle le délai de recours finalement. Et donc là, ce qu'elle explique en effet, c'est que à partir du 12 mars, ces délais sont figés. Donc, c'est un peu contre vous finalement en tant qu'investisseur, puisqu'il y a un délai qui est plus long à purger, quoi. C'est bien ça, Claire. Exactement. Ouais. Exactement. Ça va être la question, c'est est-ce qu'on a le droit de commencer un chantier avant? C'est pas très prudent, donc normalement on le fait pas. Sinon, c'est prendre un risque. Mais alors là, si c'est reporté à 4 mois, c'est l'enfer. Donc, si le délai de recours, qui n'a pas expiré avant le 12 mars, il est suspendu. Ouais. Le délai déjà couru, on le garde, il ne repart pas à zéro et il recommence à courir à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Ok. Et pour la durée restant à courir à la date du 12 mars, donc sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours. Donc en gros, le délai de 2 mois, il est coupé finalement, la partie qui a couru avant le 12 mars, et le reste qui va courir après la fin de cet état d'urgence sanitaire. Mais il ne faut pas que ce soit inférieur à 7 jours. Donc si par exemple il restait que 5 jours à courir, bah, vous laissez le permis afficher 7 jours, allez, 8 jours, comme ça on est large. Ouais. Donc ça, c'est un peu contre les investisseurs finalement, ouais. Exactement. Et alors même là, je trouve que c'est pire parce que donc l'autre cas, c'est si ton point de départ, c'est pendant le délai à partir du 12 mars, donc pendant cette période un peu difficile qu'on connaît actuellement. Là, par contre, ce délai est reporté à l'achèvement de la période. Donc les 2 mois, ils ne courent pas du tout là. Il va falloir faire 2 mois à compter de la fin. À compter de mai, on l'espère, quoi. Ok. Voilà. Donc ça peut retarder. Ok. Yes. Est-ce que tu as d'autres choses encore qui se sont vraiment mis en place, notamment par rapport aux bails commerciaux, aux bails aux pros? Ça, on va peut-être rentrer vraiment dans le détail après, parce que j'estime que c'est quand même un truc assez inédit par rapport à cette crise. Mais donc, pour résumer rapidement, en gros, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui avec les bailleurs pros? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en période très difficile où la solidarité, elle est très importante. Pareil, hein, le droit, les procédures, je peux vous expliquer comment faire des saisies, mais c'est juste pas opportun, en fait, de faire tout ça. Ça n'est pas opportun. En fait, là, c'est la solidarité pour éviter les faillites, parce que la faillite, c'est la pire chose qui pourrait arriver. Donc, il faut bien comprendre que ces mesures sont un petit peu difficiles, qui mettent parfois des investisseurs dans des situations compliquées, hein, clairement, par rapport à leur banque notamment, sont nécessaires pour éviter les faillites. Donc, par rapport aux baux commerciaux et professionnels, je peux déjà vous afficher un petit article parce que c'est quand même important de comprendre où on va. Je partage mon écran. Ouais. Hop. Donc, c'est cet article-là. L'article de la loi du 23 mars, hein, l'article 11, premièrement G, vous voyez. Donc, en fait, c'est que toutes mesures sont permises au gouvernement pour qui leur permettent de reporter intégralement des loyers. Donc, concrètement, les critères, si tu veux, les critères, c'est que les entreprises de moins de 10 salariés qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros peuvent en bénéficier. D'accord ? Il y a une autre possibilité, il faut qu'elle ait fait l'objet d'une fermeture administrative. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les restaurants, les choses comme ça. Ok. Ou alors avoir subi une perte d'au moins 50% de chiffre d'affaires en avril 2020 par rapport à avril 2019. Voilà. Ok. Et donc, le chiffre d'affaires de 1 million d'euros, ça, c'est vraiment une condition à remplir. C'est-à-dire que si la société fait plus qu'1 million d'euros, elle n'est pas du tout éligible. Exactement. En fait, si tu veux, ce sont les entreprises qui sont éligibles au fonds de solidarité qui a été mis en place par le gouvernement. Enfin, je vous rappelle aussi pour les faits, c'est que le président de la République a quand même dit qu'il mettait en place un fonds de solidarité de 300 milliards d'euros. Donc, on n'est pas en période normale, vraiment. C'est très compliqué. Donc, il faut que chacun fasse l'effort, même si c'est difficile. Et parfois, voilà, on a une mauvaise relation avec un locataire, je l'entends totalement. Mais là, on parle vraiment de notre survie, finalement. Ouais. Donc c'est ça. Donc tout ce qui est bail pro et tout ça. D'ailleurs, ça m'intéresse aussi. Je vais encore vous lancer un sondage, mais justement par rapport à tout ce qui est commercial, enfin tout ce qui est bail pro.
enfin, je ne vais pas faire de sondage, c'est un peu compliqué. Dites-nous peut-être dans le chat s'il y a des investisseurs qui font du commercial ou du pro, qui ont des locaux commerciaux, qui ont des bureaux, qui louent à des entreprises en fait. Dites-nous dans le chat s'il y en a, parce qu'en fait, cette mesure-là dont on a parlé Claire, enfin, ça touche clairement ces personnes-là. Un investisseur par exemple, qui s'est vraiment spécialisé dans la stratégie des locaux commerciaux, et j'en connais, ou des personnes qui investissent dans des bureaux énormément. Ben, si l'entreprise ne fait pas 1 million de chiffre d'affaires et qu'elle ne sort pas 60 000 euros de bénéfices annuels, hein, c'est ça, ce qui est quand même le cas de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de restaurants, ils ont théoriquement la possibilité de reporter le paiement de leur loyer et de leurs charges. Donc ça, c'est quand même assez inédit. Moi, je n'ai pas souvenir de la dernière fois où c'est arrivé. Donc, on a Rémi, par exemple, qui nous dit avant des bureaux, moi, mur locataire BA, OK. Nadine, donc ouais, il y en a quand même quelques-uns qui sont concernés. Alors, Rémi, plus maintenant. On a Nadine. Yes. Donc, ça, c'est quand même très inédit et c'est vraiment. Donc, Nadine qui a un bar. Ouais, je me disais bien BA, je ne savais pas trop ce que c'était. Qui a un bar. Donc là, typiquement, ben, par exemple, Nadine, si tu peux nous dire, est-ce que du coup, le locataire de son bar, enfin, tu n'es pas obligé de le dire si tu ne veux pas, mais est-ce que par exemple, il a usé de cette mesure-là, quoi. Donc, on voit que. Enfin, il faut quand même vous imaginer que c'est le gouvernement qui autorise votre locataire à reporter son paiement du loyer et des charges. Donc, c'est quand même assez inédit. Que je peux juste dire quelque chose, c'est que bon, je surveille quand même un petit peu, je suis pas au cœur bien évidemment des décisions du pays, mais je surveille quand même un petit peu. Donc par exemple, il faut faire très attention à nos comportements de bailleurs, parce que là c'est un report, voilà, faut en parler à son bailleur, etc. Mais le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, là, il a quand même demandé aux bailleurs d'annuler 3 mois de loyer pour les TPE, qui ont été obligés de fermer à cause du Covid. Donc voilà, moi c'est une information que j'ai vue le 17 avril, j'ai rien vu qui a été voté. Il y a quand même des associations de bailleurs qui ont donné leur accord. Donc voilà, s'il y a plein de bailleurs qui refusent de reporter, bah, Ouais. ils vont imposer l'annulation. Et alors là, c'est légiférer, c'est compliqué, c'est nul. Ouais. Et du coup, ben, si déjà on est sur ce sujet-là, j'ai envie de te demander c'est quoi la meilleure façon de te protéger par rapport à ça? Nadine, dans le chat, a déjà donné un peu la réponse. Donc, en effet, elle dit qu'elle a son locataire dans le bar, justement, qui a suspendu son loyer. Mais du coup, Nadine a pu suspendre son crédit. Donc, ça, j'estime que c'est quand même, je pense, la meilleure façon de s'en protéger. Clairement. Alors voilà, en tant qu'investisseur, il faut qu'on trouve des solutions. Alors moi, en tant que juriste, ce que je vais vous dire, c'est qu'idéalement, il faut mettre tout ça par écrit. Donc il faudrait que le locataire nous dise comment il compte faire. Normalement, c'est plutôt au propriétaire d'imposer, mais voilà, je pense que là, on peut quand même essayer de discuter, le faire au téléphone, tranquillement. Voilà, enfin, c'est pas qu'il veut pas vous payer, encore une fois, il s'inquiète peut-être pour sa famille, il y a de l'humain derrière. C'est cool la renta, c'est génial, mais bon, de toute façon, l'argent, on va en faire quoi? On va peut-être même pas pouvoir aller en vacances, donc cool. Ouais. Donc, l'idéal, juridiquement, c'est un protocole d'accord qui est rédigé avec un avocat ou avec un juriste. Faudrait voir peut-être s'il y a des modèles sur Internet, mais bon, je pense que déjà, à votre niveau, vous pouvez fixer un cadre par écrit. Honnêtement, en justice, je pense que le juge décidera, peu importe ce protocole. Peut-être que je me trompe, mais à mon avis, il pourra aller au-delà. Mais voilà, fixer le cadre, en fait, c'est essayer de tendre vers un objectif commun. Et alors, l'idéal, ce serait qu'ils puissent l'avoir sous les yeux, qu'ils puissent... ça fait penser avec son cerveau à des solutions. Je ne veux pas dire que c'est de l'attraction, mais voilà, quand on est sur un problème, parfois on a la solution qui vient plus tard. Voilà, il y a des restaurants qui, par exemple, qui commencent à faire de la vente à emporter ou de la livraison, des choses comme ça. Et donc, mais vraiment, je vous conseille vraiment de communiquer et de rester assez cool si vous le pouvez. ouais. Et Ouais, et du coup, la suspension de crédit, ben bon, ça, on en a déjà parlé un petit peu lundi avec Damien, pour ceux qui étaient là. Voilà, c'est quand même c'est vrai que Damien, j'allais dire à l'époque, lundi, il disait comme quoi, voilà, fallait rester aussi un petit peu citoyen et pas forcément être opportuniste et tout de suite sauter sur l'occasion de reporter son crédit et tout ça. C'est vrai entièrement. Après, concrètement, si là, vous avez un locataire pro ou alors, on l'a vu hier avec Loïc, certaines locations courte durée qui sont vides, là, c'est vraiment un cas où c'est nécessaire en fait de reporter le crédit. Donc, c'est vrai que le gouvernement a quand même bien fait les choses dans ce sens-là parce il a fait des mesures un peu pour les locataires, mais aussi pour les propriétaires, puisqu'il a quand même
faciliter au niveau des banques. Après, c'est même pas le gouvernement directement, mais c'est les banques qui sont quand même assez arrangeantes avec la situation actuelle aussi. Et voilà, par exemple, Donatien qui dit l'humain avant tout, ben, c'est entièrement ça. Le gouvernement, il a mis des mesures pour le locataire, mais du coup, les banques mettent aussi un petit peu des mesures pour le bailleur parce qu'elles savent bien que voilà, ça peut mettre la corde au cou à certaines personnes. Donc, ça va un peu dans les deux sens, heureusement. Donc, c'est vrai que reporter son crédit, dans ce cas-là, c'est vraiment la meilleure solution à mettre en place parce que là, c'est vraiment nécessaire, quoi. Yes. Après, c'est notre avis, hein, c'est une période historique, c'est très important. Une personne envers qui on tend la main, voilà, je pense que la majorité des humains s'en rappellent aussi. Donc, je pense qu'il vous le rendra bien. Peut-être que je me trompe, mais c'est pas grave, même si ça profite à une personne, c'est déjà ça. Et puis, en fait, après, encore une fois, c'est mon avis, donc je suis du même avec toi, report de crédit. Après, ça peut mettre. En fait, en tant qu'investisseur, on est inégaux face à ça parce que tu vois, on en avait parlé, hein, mais il y a des banques qui vont te mettre un mauvais scoring bancaire pour ça. Alors que si toi, tu as un projet, etc., Ouais. c'est ça qui est difficile, en fait, dans Ouais. le. Et ça Que peut il y être a- malgré toi parfois, ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, Ça, je suis d'accord que c'est pas une solution idéale, ce que je vous dis, mais c'est vrai. c'est votre choix personnel. C'est vous qui vous regardez dans le miroir, c'est vous qui. Yes. Du coup aussi, donc là, on est vraiment resté là-dessus sur le côté pro. Est-ce qu'il y a d'autres dangers de choses qui ont été mis en place? Donc là, je ne parle pas de ce qui pourrait encore arriver, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été mises en place par le gouvernement? Donc on a parlé un peu des permis de construire, les délais de purge des permis de construire, de recours qui ont été allongés, enfin qui ont été reportés. On a du coup les bailleurs pros qui sont un petit peu embêtés face aux locataires qui peuvent reporter leur loyer et leurs charges. Est-ce qu'il y a encore d'autres mesures qui ont été prises dans ce sens-là, qui vont un peu contre le bailleur? Oui, alors contre, oui et non. J'ai encore une mesure fiscale qui me vient en tête. Ça s'appelle l'amendement Barreau, BA20T. En fait, d'ailleurs, j'ai fait un petit fichier. Je voulais te le dire, Franck, si tu voudras le transmettre aux personnes intéressées, Ok. où j'ai en fait récapitulé tout ce dont je parle pendant ce live. Donc, en tout cas, c'est l'amendement Barreau. Il a été adopté. En fait, il permet de calquer un abandon de loyer. Donc, le fait que le bailleur, je vous parle en commercial, hein. Donc là, tout ce qu'on vient de discuter. Ok. Voilà, donc il permet de calquer un abandon de loyer sur l'abandon de créance. Donc c'est une déductibilité fiscale pour inciter justement les bailleurs à renoncer. Voilà, donc on voit quand même un peu une tendance Ok, sur attends, tu peux répéter, tu es allé un peu vite pour moi là. C'est un amendement qui permet. qui permet en fait d'avoir une déductibilité fiscale, donc un Ok. avantage fiscal si tu renonces à quelques mois de loyer en bail commercial. D'accord. Ok. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si, en gros, si tu t'assois sur les quelques mois de loyer que tu ne reçois pas, tu reçois en face une déduction fiscale. Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît à peu près le montant de cette déduction? Est-ce qu'on sait si ça fait la balance par rapport aux 3 mois de loyer ou c'est… Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste du droit Ouais, fiscal, je t'avoue, je n'ai pas regardé, mais ouais. en tout cas, c'est la même fiscalité que les abandons de créances, Ok, si tu connais. ok, ouais, ça marche. Donc, Donc, par rapport à ce que tu disais avant sur le fichier, je vous spoil un petit peu. Pour tous ceux qui viendront à la conférence de demain, il y aura une petite surprise, donc notamment un fichier comme ça de Claire et notamment le replay de toutes les conférences. Donc, c'est vrai qu'il fallait que je demande aussi l'autorisation un petit peu. C'est vrai que Claire, je ne t'ai pas demandé encore si c'était OK, mais j'estime que ça ne te dérange peut-être pas trop qu'on partage le replay de cette conférence aujourd'hui. avec plaisir. Ouais, donc voilà, je spoil un petit peu. Pour tous ceux qui seront présents demain à la dernière conférence, on donnera le replay des 3 conférences, plus du coup le fichier résumé de Claire sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une raison pour partir maintenant, mais voilà, il faudra venir demain également. Yes. Joël qui dit « Je suis intéressé par cet abondement. Merci. » Ouais, donc tu peux répéter encore une fois peut-être, Claire, par rapport à cet amendement? Oui, tout à fait. Donc, c'est l'amendement Barreau, BA20T. Vous le tapez là dans Google, vous le trouvez tout de suite, hein. En fait, il permet une déductibilité fiscale des abandons de loyer, ça s'appelle, tout Ok. simplement. Donc, il demande si, bon, on est d'accord que Claire n'est pas fiscaliste, attention, elle est Je vous juriste laisse et c'est deux choses taper. bien différentes. Donc, J'ai pas. ouais, donc là, il demande si la déduction se fait sur l'impôt sur les sociétés ou sur l'impôt sur les revenus. Alors, je vais t'avouer, Joël, que moi, je ne connais pas cet amendement Barreau, c'est la première fois que j'entends parler aussi. Donc, à voir, en fait, si un… Renseigne-toi, franchement. Amendement Barreau, B-A-2-R-O-T. Donc, va te renseigner. Top. Ok, donc ça, c'est en gros un peu les 3 points qui ont déjà été décrétés, qui sont un petit peu des choses, des faits, on va dire, qui ont été mis en place.
Maintenant, du coup, encore une fois, bon, c'est toujours compliqué, c'est toujours délicat dans ce genre de conférence parce qu'on a toujours envie de sortir un peu la boule de cristal et de prédire l'avenir. Mais d'après, enfin, c'est délicat de te poser cette question comme ça, mais Vas-y. là où on va, en fait, d'après toi, qu'est-ce qui pourrait venir encore finalement? Par exemple, je vais te donner un exemple. On a un Jean-Luc Mélenchon, un ministre, un député, je ne sais même pas, un député, Jean-Luc Mélenchon, qui a, lors d'une interview, je crois, ou lors d'un article, il a annoncé qu'il trouverait bien qu'on fasse, par exemple, ce report de loyer également pour les particuliers. Donc là, juste pour vous vous rendiez compte, ça voudrait dire que le particulier, donc tout le monde en fait, tout le monde qui est locataire, aurait le droit de reporter son loyer et ses charges. Donc ça veut dire typiquement que les pros et les particuliers, donc que tous les bailleurs pourraient se retrouver avec des personnes qui ne payent plus leur loyer. Donc là, c'est juste énorme. Alors, je vous rassure, ça, c'est pas encore passé et j'espère que ça passera pas. Mais voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui pourraient intervenir comme ça? Bien sûr. Alors, c'est pas entré en vigueur, mais c'est pas parce que c'est pas une loi que ça n'existe pas ou que voilà. Donc, tu as souligné cette tendance avec Monsieur Mélenchon. Je pense que tu as vu aussi sur Facebook, c'était fin mars, il y avait une espèce de mouvement de rébellion. Alors, Ouais. moi, je pense que c'est un peu les gilets jaunes qui sont sur Internet, tu vois, ou des choses comme ça. Quoique, dans mon groupe Facebook des investisseurs, qui s'appelle Bâtir son empire immobilier, petit moment de pub, j'ai des gilets jaunes qui cherchent à le rejoindre. Enfin, et je les accepte avec grand plaisir d'ailleurs. Donc, à voir. Mais en tout cas, voilà. Fin mars, il y avait vraiment une rébellion par rapport à ça, des groupes, des pages, ce que tu veux, où en fait c'était des locataires qui incitaient d'autres locataires à ne pas payer leurs propriétaires en bail d'habitation, donc des particuliers pour leur habitation. Ouais. Donc voilà, on a vu ça avec les copains investisseurs, on s'est dit qu'est-ce que c'est. Je sais qu'il y en a même qui ont infiltré le groupe Telegram de ces personnes-là et ils sont assez virulents. Donc voilà, pas d'impayés chez moi, pas d'impayés en tout cas dans mon entourage également. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous avez vous eu des impayés de particuliers? Ça m'intéresserait de savoir fin mars ou début avril du coup. Ouais. J'ai aussi vu une info, ça c'était hier. C'est que à Strasbourg, d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, Franck, en fait, le président de l'Eurométropole, c'est Robert Herman, il a dit que concernant les étudiants, il demande aux propriétaires de surseoir, je cite, surseoir à la perception des loyers. Sauf que surseoir, juridiquement, ça ne veut rien dire. Est-ce que ça veut dire suspendre, donc c'est-à-dire qu'on les retrouverait ou qu'on fera tellement de dettes dans les week-ends? Est-ce que c'est annulé? Voilà. Donc Okay. tu vois, il y a quand même une tendance, parce qu'en fait à Strasbourg c'est particulier, je suis allée me renseigner, il y a 25% d'étudiants d'Asie, 27% d'Afrique, 9% d'Amérique, c'est des gens qui viennent de très loin, qui travaillent souvent parce qu'ils n'ont pas de bourse ou choses comme ça. Donc ils travaillent donc dans des restos, les restos sont fermés, donc il y a des situations de précarité. Donc voilà, c'est des choses que j'observe. C'est pas encore dans la loi, mais j'ai l'impression que peut-être dans certaines situations, quand elles sont justifiées, je me demande si on pourrait pas légaliser quelque chose. Enfin, s'il n'y a pas une loi qui va venir par rapport à ça. Ouais, ok. Donc là, tout ce que tu me dis, on est d'accord que c'est des choses qui sont pas encore, qui sont pas votées officiellement. Enfin, c'est pas des lois qui sont passées, c'est juste des, par exemple, ce que tu me dis avec c'est quoi, le président de En fait, c'est le président de la communauté de communes de la communauté de Strasbourg, de communes, ouais. l'Eurométropole. Donc il y a en fait plus donné c'est une recommandation finalement ou un conseil qu'il a fait ou une C'est une demande, demande politique, en fait. une demande politique, ouais. Voilà. Donc, ok. Donc là, on voit qu'il y a quand même des tendances en fait dans le sens des locataires principalement. Donc, si vous êtes locataire, tant mieux. Enfin, moi aussi, je suis locataire, donc tant mieux pour moi. Mais voilà, pour les bailleurs, voilà, je suis bailleur aussi, donc c'est clair qu'il y a quand même de quoi s'inquiéter, quoi. Maintenant, encore une fois, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal ici. On ne peut pas prédire l'avenir. On ne sait pas ce qui sortira. Ouais, Claire, tu voulais dire un truc? Oui, une autre information que j'ai eue, je suis dans un groupe d'investisseurs aussi dans l'Est, donc j'ai eu l'information qu'un investisseur de Nancy et un autre de Belfort, donc à voir dans vos universités si c'est le cas aussi, ces facultés-là disaient qu'elles n'étaient pas sûres d'ouvrir à la rentrée en septembre. Donc ils ont eu des congés d'étudiants. Donc à voir, vous, comment vous pouvez anticiper ça? Est-ce que vous pouvez vous renseigner auprès de l'université? Voir si vous pourriez éventuellement relouer en meublé, j'imagine, à un autre public peut-être réfléchir à ça. On n'y est pas, encore une fois, je suis juriste, j'anticipe beaucoup,
Je veux pas vous croyez que je suis négative, parce que c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai vraiment la foi en l'avenir, et on pourra en parler après, si vous voulez, de comment je vois la suite. Mais juste se préparer. Ouais. Et Yes. privilégier les cours à distance, voilà. Bon. Et ok, donc là, on parle de tout ce qui pourrait arriver, on parle de ce qui a déjà été mis en place, ok. Si je me mets maintenant dans la peau d'un investisseur, voilà, qui a peut-être du local professionnel, qui a peut-être des bureaux et tout, et qui a en effet des impayés, peut-être même voilà, admettons même que je suis un bailleur particulier pour un particulier, et que ben, je loue un gilet jaune et il a décidé de plus payer son loyer parce que c'est la guerre des loyers, enfin voilà, c'est la guerre des loyers ou je sais pas quoi. Comment tu réagis là? Ok. Qu'est-ce qu'on met en place? Donc, tant un particulier que commercial ou professionnel, c'est ça? On va dire, bon, professionnel, on a peut-être parlé avant, on disait que c'était quand même de l'humain, qu'on avait recours au report de crédit, etc. Pour un particulier, Pour concrètement. un particulier. Alors, Donc, encore à une ce moment-là, il est contre la loi, puisqu'il n'y a pas de loi bien, en fait, qui l'autorise à ne plus payer son loyer, quoi. bien sûr. Alors, on peut appliquer la loi, texto, voilà, on va vouloir aller chez l'huissier, etc., etc. Franchement, j'adore la loi, mais c'est trop bête de penser comme ça. C'est dommage. Il ne faut pas fermer les yeux sur la situation qui est la nôtre actuellement. Encore une fois, faire preuve le plus possible de compréhension, en fait, de médiation, un peu de conciliation. Voilà, il y a même des organismes professionnels pour ça. Quand vous ne pouvez pas vous entendre, en fait, le simple mot, c'est la communication. Je veux dire, si une personne vient vers vous, c'est déjà une honte, parce que, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé 5 ans dans des études d'huissier. Bah, les gens que j'avais en face, ils n'étaient pas contents de venir payer des arriérés, hein, ils avaient super honte et tout, voilà. Donc c'est des personnes qui ont honte, donc je pense qu'il faut leur tendre la main, communiquer avec eux. Après, voilà, il faut quand même voir rapidement si ils se moquent du monde ou pas, parce qu'il y a les deux aussi. Il y a des gens, on ne peut pas communiquer avec eux, hein, très clairement, et c'est souvent des gens que j'avais chez les huissiers d'ailleurs, parce que rien ne leur faisait peur à part ça, et encore. Donc, simplement, communiquer, voire fixer une date. En fait, moi, j'aime bien les choses, tu vois, bien précises, bien carrées. Ok, vous payez comment? Parce que du coup, là, c'est pas passé par virement. Ok, quelle date? Qu'est-ce que vous proposez? En fait, exactement comme le commercial, finalement, c'est-à-dire faire un échéancier. Donc, moi, je vous conseillerais d'étaler le plus possible l'arriéré et faire en sorte qu'ils reprennent dès que possible, même s'il fait un paiement partiel. Vraiment lui dire, ok, c'est pas parce que... Arranger avec lui, quoi. Ah ouais, vraiment s'arranger avec lui. J'ai interviewé un investisseur qui a plusieurs dizaines de lots. C'est sur ma chaîne YouTube, si vous voulez aller voir. Lui, il expliquait par exemple qu'il étale sur, même pourquoi pas, 24 mois. Donc tu te dis, bah, pour un loyer à 300 ou 400 euros par mois, 24 mois, voilà. Mais au moins, lui, bah, il était serein. Et il n'a jamais eu de soucis par rapport à ça. Et là, le petit tips qu'il donne dans la vidéo, il en donne plusieurs, mais en tout cas, un de ceux-là, c'est drôle. Moi, je ne voyais pas du tout les choses comme ça. Il dit, bah, moi, l'échéancier, je le mets sur le frigo du locataire. Ok. Et en fait, il l'a tout le temps sous les yeux. Et on en revient à ce qu'on disait avant, il trouve des solutions. Ouais. C'est l'interview d'Aurélien qui s'appelle Un demi-million sans impayé. C'est un peu putaclic, désolé, c'est vulgaire, mais c'est vraiment intéressant d'aller voir cette interview. Ok. Top. Donc, avant tout, la communication. Si ça fonctionne pas, c'est-à-dire, voilà, on veut communiquer avec le locataire, il est clairement malhonnête, c'est un gilet jaune, voilà, ok, il comprend qu'il doit payer le loyer, mais là, c'est la crise, c'est pas facile, il travaille plus. Comment ça se passe? Alors, juste avant, on a Jérôme qui demande comment s'appelle ta chaîne YouTube? Oui, bien sûr. Donc sur YouTube, Claire, recouvrement facile. Ok. Ou tu retrouves ça sur mon blog aussi, j'ai les vidéos sur le blog. Top. Alors, donc, voilà, donc pour une personne un peu récalcitrante, Ouais. Comment ça se passe? parce que peut-être que Gilet jaune, c'est une marque déposée, alors on ne peut pas l'utiliser comme ça, attention. Donc là, dans ce cas, il faut prendre contact avec un huissier de justice. Il y en a qui disent envoyer un recommandé, tout ça. Moi, encore une fois, c'est ma vision. Moi, je pense que c'est pas forcément la peine. Si vous pensez, en fait, de toute façon, c'est simple. Si vous voyez qu'il y a un peu une ouverture qui pourrait peut-être payer, ça lui fait un peu peur, bah, faites-le recommander. Mais je pense que si on n'arrive pas à s'arranger de vive voix ou par écrit, enfin, le recommander, moi, je pense que ça change rien. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas obligatoire. Ça peut être bien de le faire. Moi, je dirais tout de suite étude d'huissier. Je passe de côté les méthodes violentes, hein, parce qu'on en rigole, etc., mais ça va chercher très loin au pénal. Les violences, la violation de domicile, je vous déconseille vraiment de faire ça parce que ça casse votre rentabilité, hein, puisqu'il n'y a que la rentabilité qui compte. Donc, chez l'huissier, c'est très simple.
Alors, geste barrière, donc appelez-le avant, voir si vous pouvez communiquer par mail. Vous transmettez le bail et vous transmettez le décompte des loyers et des charges qui sont dus, mois par mois. Sachant que là, on a aussi des délais qui expirent plus tard. Donc, une clause résolutoire, donc un commandement de payer visant la clause résolutoire, c'est le premier acte du huissier qui vraiment initie la procédure de résiliation de bail, l'expulsion. Donc, ce commandement-là. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est juste une clause résolutoire? Bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. En fait, les effets seront reportés. Donc, une clause résolutoire, c'est en fait le petit paragraphe dans le contrat de location qui dit, à défaut de paiement d'un loyer ou de charges, le propriétaire pourra résilier le bail 2 mois après un commandement de payer qui est resté sans succès, en fait. Qui est resté la clause qui autorise le propriétaire à résilier son bail. C'est ça. Ouais. Et pour la suite, parce que je pense que tu vas me poser la question des délais, etc. Ouais. Si tu permets, j'ai un petit schéma qui explique la procédure. Vous le retrouvez aussi sur mon blog. Elle est vraiment pas venue les mains vides, quoi. Vas-y, hein. Partage ton écran et comme ça, ça marche. On pourra voir le schéma. Je vous affiche ça tout de suite. Super. Hop. Donc, pour résumer rapidement, communication avant tout. Et si vraiment ça ne fonctionne pas en communication, on va voir un huissier, on saisit un huissier tout de suite. Donc là, exactement. On a un bon schéma, ouais, super, avec les donc délais, ici, vraiment bien fait. Donc ça, merci. si vraiment vous le voulez, encore une fois, tout sera donné demain soir lors de la dernière conférence. Donc, raison pour venir. Commandement de payer devant la clause résolutoire du bail, c'est ici la première étape. Ensuite, il y a forcément un délai de 2 mois dans lequel on se dit, bon, ben, le locataire, 2 mois, il peut trouver une solution. Hein, il peut payer peut-être une partie, peut-être tout payer. C'est pour ça aussi que je pense que le recommandé n'est pas forcément utile parce que la procédure est déjà longue, comme vous allez le voir. Donc, on peut partir tout de suite sur le commandement, à mon sens. Donc, si au bout des 2 mois, il n'a pas payé l'intégralité des loyers, des charges qu'il vous doit, plus les frais d'huissier, Ok, donc les frais d'huissier qui ne sont pas à la charge du bailleur, sont vraiment à la charge du locataire. Alors, le huissier, il va forcément demander au propriétaire d'avancer ses frais. Oui. Parce que l'huissier n'a pas à être payé par un locataire, etc. Ouais. Mais à la fin, en fait, là, quand vous allez faire la demande en justice ici, vous allez demander à ce que ces frais soient mis à la charge du locataire. Ok. Et comme ça, pour un parti, enfin pour le commandement payé, pour la clause résolutoire, et puis pour un particulier, on est sur quel montant à peu près de frais d'huissier? En fait, ça dépend du montant des loyers impayés. Ok. Ça dépend, on va dire, allez, parce qu'en fait, il faut que l'huissier informe également la préfecture qui s'occupe en fait des problèmes de logement dans le département. Donc il y a une notification à faire à la préfecture. On en a autour de 120, 150 euros. Ok. Ça reste donc plus le montant de l'impayé est élevé, plus ça va être élevé les frais, quoi. Oui, c'est ça. Après, est-ce que ça peut aller chercher jusqu'à 200 euros? On est en dessous de 200 euros à ce stade-là. Okay. À ce stade-là, ok. Donc après, on est d'accord que plus en fait ça va se finir tôt, entre guillemets, plus il va payer tôt et moins on va engager de procédure et moins ça va être cher, quoi, aussi. C'est ça. Votre priorité, même si la procédure elle est confiée à un professionnel, donc à un huissier de justice, ça n'empêche pas que vous essayez d'aller sur place, bon, de rester dans la loi, hein, toujours rester respectueux, etc. Essayez de récupérer le logement. Parfois, c'est des gens qui sont seuls aussi, ça je voulais vous le dire, je l'ai constaté chez les huissiers. C'est des gens qui sont seuls et ils aimeraient bien partir, mais en fait, ils n'ont personne pour les aider à déménager. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il faut prendre des gros bras, aller être violent contre le locataire, puis tester pour déménager les personnes. Voilà, mais peut-être que parfois une aide de déménagement, ça peut permettre de résoudre le litige et de récupérer votre bien. Voilà. Donc si c'est pas le cas, donc là c'est le pire cas, hein, c'est-à-dire le cas où vraiment le locataire il se maintient jusqu'au bout de la procédure dans les lieux. À tout moment il peut partir. Ouais. Dites-nous peut-être même dans le chat, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ce genre de procédure ou d'engager des procédures comme ça, même d'envoyer un recommandé avec au locataire pour un commandement payé et puis d'engager des procédures avec un huissier. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont déjà fait ça? Dites-nous dans le chat. Je peux vous donner un petit tips et après un petit conseil, une petite astuce, on va dire, qui n'est pas très connu
des investisseurs, enfin je le voyais pas beaucoup chez les huissiers, c'est que en fait ici, même avant ça en fait ou pendant, comme vous voulez, vous pouvez, si vous avez un bail, parce que logiquement vous en avez un puisque vous avez loué un contrat de location, vous pouvez faire une saisie conservatoire. Ou si vous avez un bail notarié, une saisie sur compte bancaire. Mais enfin bon voilà, en tout cas vous pouvez saisir avec un certain effet de surprise sur le compte de la personne. Alors c'est pas vous qui saisissez, c'est un huissier. Et bien évidemment, ce n'est absolument pas opportun de le faire pendant cette crise, je le répète, hein, je suis un peu lourde, mais faut comprendre que là, c'est une période exceptionnelle, mais en temps normal, c'est une mesure qui peut être faite. Ouais. Et l'effet de surprise peut soit permettre de retrouver de l'argent, mais voilà, s'il ne paye pas son loyer, c'est qu'il n'a pas d'argent. Donc voilà, ça peut résoudre des cas, mais pas toujours. Ouais. On a une question là de Alain qui est intéressante. Je l'affiche. Si le locataire continue à payer mais ne part pas suite à la fin du bail, que faut-il faire? Si le locataire continue à payer mais ne part pas, ah oui, par exemple parce que tu lui as donné congé et qu'il reste après le congé, c'est ça par exemple ton cas? Ouais, donc là, Alain précise peut-être, est-ce que c'est un bail qui est censé se renouveler? Parce que, à savoir que si tu donnes pas congé à ton locataire, le bail se renouvelle automatiquement. Je pense que c'est le cas qu'Alain. Ouais, je pense que c'est le cas. Donc là, concrètement, admettons, si on donne congé, comment ça se passe du coup? Et ben dans ce cas, c'est pas du tout le schéma que je vous ai montré là. Il faut en fait faire ce qui s'appelle une assignation en validité de congé. Donc en fait, sous ce terme, c'est toujours des termes assez compliqués, mais qui veulent dire des choses très simples. Hein. Alors, Ouais. ne vous inquiétez pas, les juristes sont pas plus intelligents que les autres. Au contraire. Une assignation en validité de congé, c'est simplement pour demander à un juge qu'il vérifie la légalité du congé, qu'il a bien été donné dans les délais, qu'il a les bonnes mentions, etc. Et que la personne n'a pas le droit de rester dans les lieux, et donc on demande également l'expulsion de cette personne. Et donc après, par contre, donc le début de la procédure, c'est pas le même, mais après on repart sur les délais pour le bail d'habitation. La fin de la procédure est la même, si tu veux. Ok, donc ça veut dire que le temps de la procédure, si la personne continue de rester, elle a le droit de rester encore toute la durée du bail, c'est ça? Alors, en fait, le bail, il sera résilié, Le bail puisque sera résilié, ouais, donc il n'y a pas de... juridiquement, exactement. Voilà, en fait, ça va être comme là, les pauvres gens, par exemple, qui sont bloqués dans les appartements qui ne peuvent pas partir, pardon. C'est ce qui s'appelle un occupant sans droit ni titre. Et donc, il va devoir une indemnité d'occupation. Voilà. Ouais. Donc, il reste, et même s'il paye, en fait, ça ne vaut pas du tout contrat de location. Ok. Ouais, bien sûr. Voilà, par contre, en droit, il y a aussi autre chose que je peux peut-être vous dire, c'est qu'il y a déjà des tribunaux qui ont reconnu qu'une personne est dans un appartement que vous lui avez donné, par exemple, et puis vous dites, allez, je lui laisse, je fais pas de contrat, etc. Et à partir du moment où il a payé plusieurs loyers, c'est comme s'il y avait un contrat, il n'y a pas besoin d'un écrit. La loi de 89 demande... c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de lui rembourser en fait le loyer qu'il a payé, quoi. Exactement, et puis ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que si le jour où tu dis, écoute, maintenant, je t'ai laissé dans l'appartement, mais si maintenant tu pars, il peut dire, ah non, là, moi, je te paye un loyer depuis X temps, donc ça vaut contrat de location, donc je n'ai pas à partir. Ça a déjà pu être reconnu comme un contrat de location, Okay. et avec Après, toutes les... est-ce qu'il y a vraiment des lois là-dessus ou c'est la jurisprudence qui dit que voilà, il y a eu des cas comme ça et du coup, ça se fait comme ça? Alors, j'ai pas de loi en tête, Ouais. mais jurisprudence, ça c'est sûr. Après, ça doit peut-être être dans la loi. Franchement, je ne saurais pas te dire, mais en fait, si tu veux, le fait qu'il y ait l'habitude de répéter le paiement, ça crée une obligation entre les parties. En fait, c'est du droit des contrats, si tu veux. Ouais. Ok, je comprends. Et on a aussi une question d'homme intéressante, du coup. Et ça, c'est bien qu'on y vienne. Le plus simple, c'est pas d'avoir une assurance loyer impayé, du coup, il nous dit. On peut en parler. Et là, pareil, j'espère que je vous donne de bonnes infos, parce que, alors là, pour le coup, je n'ai pas du tout honte de dire que moi-même, je ne le savais pas. J'ai discuté avec un agent immobilier récemment, et pour moi, et puis je pense pour les investisseurs qui sont parmi nous, une garantie loyer impayé, ça se prend avant que le locataire rentre, parce que le locataire doit être validé. Enfin, moi, c'est toujours comme ça que je l'ai fait, en fait. Le locataire doit être validé par l'assurance, avec des critères, etc. Et d'ailleurs, c'est le serpent qui se mange la queue, parce que forcément, c'est un super locataire, donc limite, t'as pas besoin d'assurance. Bref, fin de la parenthèse. Je pense que c'est bien qu'on fasse une parenthèse là-dessus quand même. Enfin, et c'est vrai que c'est ce que je pense aussi un petit peu. Et enfin, personnellement, moi, par exemple, j'en prends pas des assurances loyer impayé parce que voilà, une assurance loyer impayé, comme on l'a dit, le locataire va devoir être validé en fait par l'assurance.
Et ben, forcément, ils ne sont pas bêtes. Le but d'une assurance, c'est de ne pas payer. Donc, enfin, de ne pas payer quand il y a un problème. Donc, de ne pas qu'il y ait de problème. Donc, forcément, si ils acceptent, par exemple, que des CDI ou alors qu'ils acceptent que des personnes qui ont 3 fois le montant du loyer, voilà, par exemple, Dom qui nous dit 2,5 fois le montant du loyer, voilà, ça dépend des assurances. C'est sûr que c'est un locataire qui, normalement, est solvable, qui devrait ne pas poser de problème. Donc, en fait, c'est pas parce que vous avez une garantie loyer impayé que vous pouvez vous permettre de mettre n'importe quel locataire dedans parce que justement, il ne sera pas accepté, quoi. Et donc voilà, la petite info, c'est qu'on se dit, ah bah mince, maintenant il est rentré dans les lieux, je peux plus rien faire. Bah, il m'a dit, donc cet agent immobilier, qu'il y a des organismes d'assurance, donc vous vous renseignez, qui acceptent encore de donner une GLI, donc une garantie loyer impayé pour vous, pour votre locataire, même s'il est déjà rentré. Alors après, peut-être qu'ils provisionnent le risque différemment, peut-être qu'il y a des chances qu'ils vous disent non également, mais non, en tout cas, c'est jamais trop tard. Alors il me disait, lui, dans les 3 mois de l'entrée, mais ça peut même aller plus loin. Après, très honnêtement, si vous venez maintenant chez un assureur en disant, bah écoutez, je voudrais peut-être assurer, je suis pas sûre qu'il soit trop. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. C'est vrai que ça pourrait être une idée de dire maintenant en période de crise, je prends une assurance pour les 3, 4, 5 mois qui viennent. Voilà, tenter. Maintenant, c'est sûr que ça va être peut-être compliqué et peut-être que l'assureur va clairement se rattraper sur le prix pour. Enfin, voilà, il faut savoir qu'un assureur, c'est quand même une entreprise et le but d'une entreprise, c'est d'être rentable. Ils sont pas là pour faire de l'humanitaire et faire plaisir. Donc Dorothée voilà. donne une très bonne information. Je te remercie, Dorothée. Donc, elle dit qu'il y a des assureurs qui acceptent donc après l'entrée des lieux, en effet, et même après 6 mois de présence sans en payer. Ouais. Voilà. Top. Ben ouais, c'est vrai que ça fait office en fait de test pour le locataire, quoi. Il y a Philippe qui nous demande par rapport à le sujet qu'on avait avant sur si le locataire reste en place, continue de payer, comment tu fais pour prouver le versement des loyers? C'est l'extrait de compte finalement que tu peux faire parvenir Ah ou oui, ouais, l'encaissement du chèque, l'encaissement exactement. du chèque, l'extrait de compte. Yes. Ok. Ce que je Euh, peux vous dire aussi, ce qui marche pas mal d'expérience, c'est de ne pas oublier de prendre un garant. Bon, après voilà, faut pas non plus que vous sentiez coupable si vous ne l'avez pas fait, si vous avez un impayé. Franchement, ça arrive à tout le monde. Là, j'ai un investisseur qui est vraiment un modèle pour moi, qui m'a appelé il y a 2 semaines parce qu'il avait un impayé déjà de avant le coronavirus. Donc ça arrive à tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que un garant, c'est vraiment pas mal. Encore mieux qu'une GLI, même, je trouve, une garantie loyer impayé. Surtout s'il a une espèce d'autorité sur le locataire, quelqu'un de la famille, parce qu'il fait n'importe quoi, il ne paye pas, il fait voilà, du bruit, n'importe quoi, vous l'appelez, ça c'est efficace. ouais, ça Donc le c'est vrai. garant, c'est une très très bonne solution. Moi Moi, j'aime. personnellement, enfin, je prends pas un locataire sans garant, quoi. C'est vraiment Voilà. la condition unique. Et c'est ça, en fait, qui fait aussi que on peut se prévaloir de garantie loyer impayé, quoi. Donc, garant, et après, il y a une autre chose aussi, c'est la caution. La caution, c'est aussi quelque chose que tu peux retenir en cas d'impayé. Donc, voilà. Alors juridiquement non, mais en pratique oui. Ah ouais, ok. Ok. Je Tout pensais. à fait. En fait, c'est une pratique à la fin du bail, on rend pas la caution, lui il paye pas, enfin voilà. Mais juridiquement, normalement, c'est pas le cas. Et Ouais. puis, Mehdi dit très justement dans le chat qu'il y a aussi la garantie Visale. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais. La garantie Visale, ben ouais. Alors je crois qu'il y a deux types non, de garantie Visale. Il y a la garantie Visale en fait qui fait vraiment office de garant pour la personne, et il y a la garantie Visale qui fait office de GLI, non? Alors, oui. Alors, sur la partie garant, je saurais pas te dire. C'est vrai que moi, j'ai regardé sur les impayés en tout cas. Ok. Mais Parce depuis que moi l'année dernière. j'ai déjà eu un locataire qui avait justement une garantie Visale qui se portait garant en fait pour cette personne. Très C'est-à-dire bien. en cas d'impayé, il prenait la relais. Oui, voilà, finalement, c'est le mécanisme Ouais. impayé. Effectivement, oui, dans ce cas, je rejoins ton raisonnement. Effectivement, c'est vrai que moi, je suis une juriste, tu sais, sur les termes, je suis voilà, trop fermée. Voilà, en fait, il y a ces problèmes d'impayés. Ouais. Donc, elle prend le relais, mais voilà, il y a un schéma qui est expliqué sur le site. Moi-même, j'ai dû le relire 2 fois pour comprendre parce qu'il faut envoyer après 30 jours une lettre et puis après 60 jours, il faut faire telle procédure. C'est un peu lourd, mais après, j'ai plutôt de bons retours pour l'instant. Bah, dites-moi d'ailleurs s'il y en a qui font du visage, si c'est fiable, si vous avez des bons retours, tout simplement, vous êtes indemnisé rapidement ou pas. Ouais. Et On peut puis, peut-être quand même expliquer la garantie Visale. En fait, c'est pour ceux qui ne sauraient pas, parce que je pense que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est une garantie Visale. Moi, au début, je ne savais pas ce que c'était non plus. En fait, la garantie Visale, c'est une garantie qui est faite par l'État, il me semble, en fait, hein.
C'est l'État en fait qui se porte garant pour la personne. Donc souvent, ça va être pour les jeunes travailleurs, les jeunes actifs qui se lancent, ils vont être éligibles. Alors tout le monde n'est pas éligible, mais en général, c'est pas, les conditions à remplir sont pas trop dures, donc beaucoup peuvent faire la demande. Et en fait, c'est bien de le savoir en tant que bailleur parce que le locataire que vous allez faire rentrer ne le sait pas forcément en fait que il peut avoir la garantie Visale. Donc peut-être que voilà, il est très intéressé par l'appartement, vous avez envie de le prendre, il vous dit ah mais j'ai pas de garant, peut-être qu'il peut être éligible à la garantie Visale. Et en fait, j'estime que la garantie Visale c'est l'État, c'est presque mieux encore qu'un parent ou qu'un membre de la famille. Après c'est vrai ce que tu dis aussi, c'est que il y a le côté autorité quand c'est quelqu'un de la famille quoi. C'est ça, en fait, il faudra voir, c'est surtout, c'est assez simple, enfin c'est simple, il y a des conditions plus larges, on va dire, pour les moins de 30 ans que pour les plus de 30 Ouais. ans. Et puis, depuis l'année dernière, les dégradations peuvent être prises en charge aussi. Donc ça, c'était une belle nouveauté de l'année dernière. Et quelqu'un l'a rappelé dans le chat, d'ailleurs. Top. C'est bien, vous êtes au courant, la classe. Des bons élèves. Ah oui. Tac, qu'est-ce qu'on a comme question Kenny du virus qui nous demande une personne morale peut-elle prendre une personne physique en garant? Apparemment, ce ne serait pas possible. Alors là, je t'avoue que une personne. Donc, est-ce qu'une société. Donc, garant du. Donc, en fait, quand tu loues un local pro ou un local commercial, est-ce que ce pro peut prendre une personne physique en garant? Apparemment, ce ne serait pas possible. Alors moi, je t'avoue que je ne sais pas trop. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible. Bah, c'est exactement la même réponse. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible, mais effectivement, c'est une bonne question, donc je chercherai. Puis, bah, je te dirai avant la conférence demain si tu veux donner l'info, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je ne sais pas, j'ai pas ce cas qui me vient en tête, donc très bonne question. Après, si vous avez des cas spécifiques, enfin, c'est à toi de dire, hein, Claire, mais si vous avez des cas spécifiques, peut-être que vous pouvez même lui faire vraiment un mail. Et puis, je pense que Claire, elle se fera un plaisir de répondre à vos questions si vraiment c'est des choses un peu spécifiques ou qu'on ne peut pas forcément vous répondre. Enfin, moi, j'ai quelques connaissances, mais je ne suis pas du tout un expert incontesté dans le juridique, quoi, parce que j'estime qu'il y a des personnes pour ça, comme Claire. Et je précise juste, tu sais, c'est toujours le rappel que je dois faire, je n'ai pas le droit de faire de consultation juridique. Je ne peux pas vous donner de choses précises, on va dire. Mais si vous m'écrivez, je ne vous laisserai jamais tomber. Je vous donne toujours des pistes, des choses générales. Ça, on ne peut pas me reprocher. Donc, il n'y a aucun problème. Si je peux vous aider, je le fais avec plaisir. On a Laure qui nous demande, d'après votre expérience, y a-t-il beaucoup d'impayés chez les étudiants? Alors, si moi je dois donner mon avis là-dessus, alors forcément, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, ça va toujours dépendre de la personne que tu vas choisir. Mais c'est vrai que chez les étudiants, enfin, moi j'estime que pour avoir déjà loué beaucoup à des étudiants, enfin, j'ai jamais eu d'impayés aussi, donc je ne peux pas vraiment faire un ratio par rapport à ça. Mais en fait, non, parce que les étudiants, souvent, c'est pas eux-mêmes en fait qui payent le loyer, souvent c'est papa, maman ou c'est voilà. Et enfin, mettez-vous à la place en fait du père qui envoie qui envoie sa fille dans une université à des centaines de kilomètres de chez lui, donc dans un appartement. Il veut que ça se passe bien, il veut que ses études se passent bien, et il veut sûrement pas que sa petite fille elle a des problèmes avec le bailleur. Donc pour cette raison, enfin, moi j'estime que vraiment les étudiants, enfin moi les étudiants, ça a toujours été ceux qui payaient le plus dans les temps, qui mettaient le moins de problèmes. Enfin, moi-même, j'ai déjà eu des retards de loyer et tout ça. C'était jamais avec des étudiants. Au contraire, c'était plutôt avec des actifs ou des jeunes qui n'avaient pas forcément les parents derrière, quoi. Je sais pas. Pas dit. Ouais, top. Qu'est-ce qu'on a? Visal, CGNI, Kenny du virus qui est très actif ce soir. Étudiant, c'est possible. Même un SCIS ne pourrait pas prendre en garant le parent d'un étudiant, par exemple, ou quelqu'un de la famille. Ok. Bah non, je vérifie, je te dis franchement, je n'ai pas eu ce cas-là. Je confirme, alors bon. Frédéric, une question. Tac. Un locataire a changé d'appartement sans avertir le bailleur et la CAF ne verse plus. Comment réagir? Alors, un locataire a changé d'appartement sans avertir le bailleur et la CAF ne verse plus. Comment réagir? Ça, c'est un cas fréquent. C'est un locataire qui part sans le faire dans les règles de l'art, on va dire. Ouais. Un bail qui est résilié correctement aux yeux de la loi, c'est un congé, ou allez, on va dire un mot en écrit qui dit qu'il part à telle date. Ouais, avec le préavis respecté, normalement. Voilà, bah, idéalement, voilà. Ouais.
C'est un état des lieux de sortie signé des deux personnes et des clés rendues. Ouais. Donc si vous n'avez pas les trois, je dis pas que ça vaut rien, mais vous pourriez avoir peut-être quelques soucis. Donc en fait, à l'époque, il fallait faire une procédure d'expulsion de A à Z comme je vous ai montré, donc ça prend entre 1 an et demi à 2 ans, c'est l'enfer. Maintenant, il y a une procédure accélérée qui a été mise en place depuis 2014 qui s'appelle la loi Bétail. C'est en fait une procédure de reprise des locaux abandonnés. Le législateur il s'est rendu compte qu'il y a peut-être des appartements qui sont vides et que c'est complètement idiot de les laisser vides pendant 2 ans. Donc cette procédure permet de reprendre beaucoup plus rapidement. On est plutôt sur allez, selon les villes, parce que ça dépend de l'engorgement des tribunaux, mais on est plus sur 6-8 mois. Ça reste très lourd. Ouais. Il faut essayer absolument d'obtenir un écrit du locataire. Je sais que c'est compliqué ce que je dis, mais... Donc, pour résumer, en fait, ça permet, si j'ai bien compris, de relouer le bien avant même que la procédure soit terminée? En fait, non, il faut quand même faire cette procédure-là qui est différente de la procédure d'expulsion, mais si tu veux, elle résilie officiellement pour que le propriétaire n'ait pas de problème, en fait. Okay. C'est un juge qui va te dire, ah bah oui, effectivement, là, la personne, elle est partie. En fait, pendant cette procédure, en 2 mots, l'huissier, après 1 mois sans nouvelles, on va dire, après un acte d'huissier, que la personne soit là ou pas, il rentre dans les lieux et puis il va chercher des éléments factuels. Il est avec les forces de l'ordre en général, donc Ouais. même obligatoirement. Donc il va regarder par exemple est-ce qu'il y a des papiers d'identité, facture, est-ce qu'il y a de la nourriture, est-ce qu'il y a des habits, est-ce que les compteurs d'énergie ont tourné, enfin des choses comme ça, est-ce qu'il y a du courrier dans la boîte aux lettres. On ne vole pas le courrier des locataires qui sont partis, je le répète. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Il fait le compte rendu au juge et le juge va décider s'il résilie le bail ou pas. Voilà. D'accord. Donc en fait, l'huissier avec les forces de l'ordre va se rendre dans les lieux et il va vérifier en fait si le locataire est bien parti. À ce moment-là, la procédure d'expulsion peut être vraiment accélérée par rapport Voilà. du coup à cette loi que tu disais de 2014 qui s'appelle comment? C'est ça. En fait, ça s'appelle la procédure de reprise des locaux abandonnés. La procédure de reprise des locaux abandonnés. Tu vois, là, tu viens de m'apprendre un truc en plus. Top. Ça va plus vite qu'une expulsion, ouais. Ouais, ok. Mais c'est que dans le cas où les locaux sont déjà vides, quoi. Et Et ça, s'il ça y a marche déjà... pour le... Oui. Pardon. Ça marche pour le particulier comme le pro? Alors ça, c'est pour les particuliers. Ok. Après, en fait, les pros, c'est déjà 6 à 8 mois à peu près pour l'expulsion. Puis Ouais. souvent, les pros, ils rendent des clés, enfin, ils sont un peu plus Ouais, bien sûr. intelligents, un peu plus esprit pratique. Et donc, ouais, Frédéric, il me dit, mais même s'il y a une procédure d'expulsion en cours, bah, en fait, si tu sais qu'il est parti, etc., il faut que tu appelles l'huissier ou que tu lui fasses un mail. Tu lui dis, voilà, je sais de source sûre que le locataire, il a une autre adresse. Si tu as l'adresse, faut que tu lui donnes, parce que ça, c'est génial pour te couvrir. Et l'huissier, il n'aura pas besoin d'attendre l'expiration des délais. Il pourra aller sur place récupérer le bien. Ok. Top. Donatien, tu demandes en location meublée. Alors attends, je vais afficher la question, ça va être plus facile. En location meublée, la procédure est la même que pour les locations nues. Oui. Claire. La procédure est la même, sauf que c'est un peu plus simple. Ouais. En fait, ce qui compte, meublé ou pas, c'est que c'est un bail d'habitation. Et en fait, le législateur, il s'en fiche, que ce soit meublé ou pas. Lui, c'est une habitation, donc on protège de la même façon. Donc il y aura tous ces délais aussi en meublé, contrairement à une idée répandue, parce que j'ai déjà vu effectivement des investisseurs qui disent que c'est plus rapide, mais pas forcément beaucoup plus rapide. Ça l'est juste un peu plus parce que quand tu fais l'expulsion, tu n'as pas à faire l'inventaire de tous les meubles de la personne, elle n'a pas le délai d'1 mois pour les récupérer, etc. etc. Elle n'a pas à déménager non plus, quoi. Ouais. Elle n'a pas à déménager, voilà, c'est tes meubles. Après, en termes de délai, donc ça reste à peu près pareil en oui. nu et en meublé. En termes de facilité d'expulsion, en facilité d'avoir raison, entre guillemets, je pense que c'est quand même un peu plus facile en meublé, non? Enfin, on dit que c'est vraiment une idée reçue ou bien... Parce que, tu vois, même moi, tu vois, j'avais un peu le... Non, je réfléchis si j'avais un propriétaire qui avait des difficultés avec un meublé ou plus de la location nue, mais non, c'est tout pareil en fait, à partir du moment où tu respectes la procédure avec le petit schéma là, c'est obligatoire. Quand tu restes dans le schéma et que... Ouais. Tu peux peut-être juste préciser. Oui? Non, vas-y, dis-moi. Si je peux peut-être juste préciser quelque chose, parce que là je vous dis l'expulsion, c'est 1 an et demi, 2 ans bail d'habitation. En fait, il faut savoir que à partir de janvier 2020, ça dépend des départements, et puis jusqu'à avant le début de la crise sanitaire, les avocats étaient en grève, donc il y a pas mal d'audiences qui ont été renvoyées. Là, tu rajoutes la période actuelle où les tribunaux sont fermés, sauf pour certains contentieux spécifiques, des choses par rapport à la prison, aux mineurs, des choses comme ça. Donc là, les tribunaux sont quasiment fermés. Donc là, je pense que ça va rallonger les délais par rapport à ce que j'ai dit. Ouais. Voilà.
C'est pas le moment de rentrer en expulsion, quoi. Et pensez aussi à solliciter votre protection juridique. Ça, c'est aussi une petite astuce. On en a tous, même dans des contrats, rien à voir. Là, l'autre jour, j'avais appelé pour mon assurance habitation en tant que locataire sur mon lieu de travail. Et je dis oui, voilà, je vous appelle parce que maintenant, j'aimerais prendre une assurance propriétaire non occupant, voir un peu combien ça coûte et tout, parce que on a un peu le temps, donc je me renseigne. Il me dit ah non, mais attendez, si vous avez un litige, alors PNO bien sûr, mais même si vous avez un litige dans le bien que vous avez par ailleurs, vous pouvez nous contacter. D'accord. Donc on a parfois des protections juridiques qu'on paye dans des contrats mais qui n'ont rien à voir avec le litige Ouais. et on peut leur demander d'intervenir. Ça Et du vous coup, évite cette pas mal. protection juridique, elle te sert juste à prendre en charge les frais juridiques, non? Voilà, soit elle les prend carrément en charge, soit elle te les rembourse. Parfois ils peuvent t'orienter aussi vers un avocat. Ok. Donc c'est plutôt chouette. Ouais, top. Une question de Patrick. Actuellement, le préavis est de combien de mois? Alors, Ah, il y a différents cas en fait. En location nue, on va être sur 3 mois d'une façon générale. En location meublée, on va être sur 1 mois. Et après, en location nue, tu as certaines choses qui font que ça peut être réduit à 1 mois également. Claire, tu peux peut-être citer ça. Enfin, typiquement, ouais, ça va oui, être bien en zone tendue. Ça va sûr. être Mutation, pour motif voilà, de mutation, de... des ressources faibles aussi, Ouais, des choses comme ça. je En crois fait, bien. c'est Dans le cas où le dans la loi. locataire est handicapé aussi, je crois. Tout à fait, ouais. Ouais. Tout à fait. Alors, idéalement, faut qu'il en justifie. Après, je sais qu'en pratique, c'est pas toujours le cas. Et en fait, je me demande si la question de Patrick, c'est pas le préavis en ce moment par rapport à la crise. Ah oui, Parce actuellement. que si c'est ça, c'est une très bonne question. Et en fait, c'est tellement horrible à expliquer. Je peux vous l'expliquer, mais je pense qu'il y aura plus personne dans la conf, donc c'est pas la peine. Ne me fais pas ça. Je vous ai mis dans le document que je vous ai préparé, donc que Franck vous donnera demain, un article qui dit voilà, si c'est tel cas, si c'est tel cas, si c'est tel cas, il y a tous les cas et vous avez exactement la réponse à cette question. Ok, super. Donc, en gros, juste pour faire rapidement par rapport à ça, est-ce que la crise actuelle et on va dire la crise sanitaire et l'état d'urgence qu'il y a en ce moment un petit peu, est-ce que c'est justement un motif pour réduire le préavis à 1 mois en location nue, par exemple? Ah, très bonne question. Alors en tout cas, légalement, il n'y a rien qui est sorti là-dessus. Ouais, il n'y a rien qui est sorti Ah, là-dessus. non. Après, voilà, toujours pareil, essayer de se mettre d'accord. Enfin, voilà, je pense qu'on peut comprendre, par exemple, on parlait des étudiants, bah, qu'une petite espagnole, elle ait voulu rentrer rapidement après enfin, dès que les fermetures de frontières étaient annoncées. Bon, oui, elle est redevable en théorie, bien sûr, du mois de loyer ou des Ouais. 3 mois. Après, est-ce que c'est vraiment opportun de le faire? Alors, elle habite en Espagne, si elle revient pas en France, vous allez faire comment pour recouvrer la somme? Enfin, voilà. Ouais. Ben, moi, tu vois, j'ai eu le cas, par exemple, avec un locataire, c'était un Allemand qui travaille en France, justement. Donc, il vient de Hambourg, donc c'est vraiment loin de la frontière. Et donc, il était logé dans mon appartement en colocation. Et du coup, il est rentré chez lui. Donc, il continuait de payer son loyer malgré qu'il n'était pas à l'appartement. Et finalement, il a décidé de résilier le bail et tout ça. Et bon, voilà, personnellement, j'ai quand même appliqué le délai de préavis d'1 mois, tu vois, euh, parce qu'on savait pas trop vers où ça allait, etc. Mais Après, si t'as pas demandé, enfin, c'est toujours pareil. Je veux dire, si te demande pas, bah écoute, t'appliques la loi et puis c'est tout. ouais. Après, Après, c'est quelqu'un concrètement, qui te comment demande. ça se passe? Est-ce que tu peux faire une fleur, entre guillemets, comme ça au locataire et lui dire pas besoin de payer ou parce que derrière, il y a quand même une comptabilité à tenir et tout ça, non? Si, tu peux Ouais, faire une fleur, hein, bien sûr. Ça n'a pas. Alors, en tout cas, dans les particuliers, pour moi, s'il n'y a pas de rentrée d'argent fiscalement, bah, t'as pas de bien sûr, c'est pas redevabilité. impossible, c'est sûr. Voilà. Après, c'est une perte sèche. Ta Ouais, taxe foncière, bah, tu l'auras plein pot quand même. Et encore, bon, à voir après avec les reports éventuels, ouais. etc. Mais Ça, donc, c'est ouais, il y a rien qui t'oblige en fait à percevoir le loyer, quoi. pour te dire, voilà, exactement. Pour te donner un exemple aussi, parfois j'ai eu une fois une propriétaire, mais qui était trop gentille. C'était le pire locataire qui soit, c'était une des pires expulsions, comment ça s'est passé et tout. Enfin bon, bref. Elle avait une décision, le locataire lui devait plus de 10 000 euros. Il se moquait vraiment du monde. Enfin, c'était voilà, vraiment la pire situation. Et elle nous a dit bah écoutez, ok, il me doit plus de 10 000 euros, mais moi je veux pas que vous alliez faire des saisies ni des mesures sur son salaire. Moi je renonce aux 10 000 euros. Par contre, je donne la décision pour faire l'expulsion, mais je veux pas lui demander un seul euro.
Donc en fait, même quand tu as des droits, tu peux y renoncer à tout moment. C'est ton droit le plus absolu en tant que créancier. Ok, bah ça c'est bon. Enfin, c'est bon à savoir oui et non, quoi. Mais Oui, mais ouais, disons qu'à tout moment, tu peux arrêter la procédure chez l'huissier aussi. Tu ouais, vois. bien sûr. Ok. On a une question de Fabrice encore. Alors, j'ai pu voir que la caution solidaire en colocation, donc la clause de solidarité, était de moins en moins demandée, souvent dans le but de se démarquer par les investisseurs. Mesure en voie de disparition. Alors juste avant, pour les autres, pour rappeler ce que c'est quand même la clause de solidarité, la caution solidaire, c'est dans le cas où vous faites une colocation avec un bail commun, vous avez la possibilité de mettre une clause de solidarité, je crois que ça s'appelle une clause d'indivisibilité et de solidarité, qui en fait dit que qui dit qu'en fait que chaque locataire est responsable en fait du loyer en entier, c'est-à-dire que si demain il y a un locataire qui ne paye plus son loyer, les autres doivent payer pour lui. Pareil, si je crois même s'il y a une chambre qui est vide, ils doivent payer l'intégralité du loyer, quoi. Donc ça vous permet en fait de mettre un seul loyer pour l'ensemble de la colocation, et même si vous louez pas tout, même s'il y en a un qui est malhonnête et qui veut pas payer, ça permet voilà d'avoir tout son loyer. Maintenant, c'est vrai que, enfin, moi qui fais quand même pas mal de colocation, je le fais pas parce que j'estime que, en effet, c'est quand même un désavantage concurrentiel un petit peu parce que voilà, le locataire, il sera pas forcément. Alors, je l'ai déjà fait avec des locataires qui se connaissaient parce que j'estime que là, ouais, ils se connaissent et tout ça. Maintenant, pour des locataires qui se connaissent pas, enfin, je me mets à sa place. La personne, elle rentre dans un appartement avec peut-être 2 ou 3 autres personnes qu'elle connaît pas et elle se dit, si un jour il y en a un de ceux-là, moi je les connais pas, et s'ils se mettent à plus payer, je vais être redevable pour eux. Donc c'est un petit peu, enfin voilà, j'estime que ça peut rendre un peu plus dur à louer. Donc après, ça dépend toujours de la ville où vous êtes, etc. Mais moi, j'essaie de pas le faire, notamment quand je suis dans une ville assez concurrentielle, quoi. Je sais pas pour toi, Claire, qu'est-ce que Moi, t'en je penses? fais pas de colocation, mais en tout cas, ce que les investisseurs me disent, c'est que ceux qui mettent une clause de solidarité, après, ils risquent de se retrouver avec des gens qui se connaissent, donc qui font la fête, etc., etc. Ouais. Donc, rien que pour ça, ils évitent, pour un peu plus de tranquillité. Après, si jamais elle est mise, en fait, c'est un peu la schizophrénie chez moi. Tu vois, mon côté juriste me dit que c'est mieux d'en mettre une, mais mon côté investisseur me dit que c'est Ouais. pas bien d'en mettre une. Sur le papier, ça paraît plus intéressant d'en mettre une quand même. Ah oui, oui, tout à fait. Et Ouais. puis, je voulais aussi préciser que si jamais vous avez cette clause, le colocataire qui s'en va est redevable pendant 6 mois du loyer en solidarité, mais c'est limité à 6 mois. Exception si la chambre elle est relouée avant ces 6 Ok. mois. Donc, tu es en train de dire que si tu as une colocation de 3 personnes, il y en a une qui s'en va, les autres sont redevables pendant 6 mois encore. Alors voilà, la La personne qui personne qui s'en part est va, redevable de 6 mois. voilà, Ouais. Mais du coup, les sauf autres sont redevables ça pour lui. re-remplit entre temps. Voilà. Ouais. Mais du coup, les autres sont redevables pour lui aussi, vu que c'est une clause de solidarité. Voilà. Ouais. Yes. C'est plutôt dans l'autre sens en général, mais effectivement, oui. Ouais. Et c'est vrai que, enfin, le truc, c'est quand on fait ce genre de bail aussi pour mettre l'annonce et pour louer, en fait, on va plutôt mettre une annonce avec le montant total du loyer finalement. Et c'est vrai que ça passe moins bien, on va dire, un appartement à louer avec un loyer de peut-être, je sais pas, 1 400 € ou de 1 200 € plutôt que 3 fois 400 € ou 4 fois 300 €. C'est plus facile de louer une chambre à 300 € qu'un appartement avec plusieurs personnes à 1 200 ou 1 400 € quoi. Bien sûr. Donc, c'est vrai que moi, j'évite de la mettre cette clause et j'estime que si on s'assure correctement avec un garant, une caution en meublé qui peut aller jusqu'à 2 mois, éventuellement une garantie loyer impayé, ben, il n'y a pas vraiment de raison à ça, quoi. Yes, ensuite, Kenny de la crise. On a beaucoup de Kenny de quelque chose là ce soir. C'est un groupe que je les connais. Et suite à cette procédure, alors je pense que c'est une suite à la question d'avant, et suite à cette procédure, l'ancien locataire doit-il nous payer jusqu'à la décision du juge? Ah oui, oui, parce qu'en fait, justement, soit il a rendu les clés, résilié le bail, comme je vous ai expliqué, etc. Et dans ce cas, il n'y a plus redevable de rien. Mais si s'il n'a pas fait tout ça et si vous êtes obligé de garder l'appartement vide et d'aller jusqu'à demander une décision de justice, bien évidemment, l'huissier il va demander pour vous le paiement jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous puissiez officiellement reprendre l'appartement. Donc Ouais. c'est aussi un argument incitatif. Si vous arrivez à contacter le locataire, dire écoutez, moi le problème c'est que si vous ne me rendez pas les clés, vous ne me faites pas un écrit comme quoi vous êtes parti, on ne fait pas l'état des lieux, vous êtes redevable du loyer.
Donc ça peut être un argument pour convaincre qu'il fasse les choses dans les règles. Si vous avez son contact, après c'est toujours pareil. La CAF en général, elle ne veut pas donner la nouvelle adresse. Voilà. Ok. Yes, alors je vois qu'il y a encore pas mal de questions qui tombent. Juste avant qu'on passe vraiment, enfin là on est déjà un peu lancé dans le question-réponse et tout ça, mais peut-être si on peut juste finir par rapport à l'histoire de la crise vraiment, et parce que là on part un peu dans les choses, je veux dire, classiques, enfin de tous les temps. Bien sûr. Par rapport à la crise maintenant, enfin c'est un peu la question que j'ai posée, je crois que tu étais présente aux 2 conférences déjà, mais c'est un peu là-dessus que je voulais finir sur les, enfin, que j'ai fini aussi sur les 2 dernières conférences. Comment avoir un peu ton avis? Alors encore une fois, c'est très délicat, tu vois, par rapport à, on n'a pas de boule de cristal et tout ça, mais vers où on va d'après toi? C'est-à-dire par rapport à cette crise, par rapport à voilà le marché immobilier, enfin je suis pas en train de te demander si tu te demandes si ça va baisser, si ça va monter ou des choses comme ça, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le bon moment pour se lancer en investissement par rapport à tout ça, par rapport à tous ces décrets qui sont pris? On voit que par exemple là pour le bail pro, il y a voilà il y a des mesures qui ont été prises. Et on a déjà des députés, Jean-Luc Mélenchon, qui en parlent pour le bail particulier. On a des grèves de gilets jaunes pour le loyer maintenant. Est-ce que pour toi, c'est encore possible, enfin pas possible, mais est-ce que c'est encore intéressant vraiment malgré tout ça d'investir en immobilier? Est-ce que ça rend pas tout ça un peu trop risqué? Un peu, enfin, quel est ton avis là-dessus un petit peu? Je comprends. Bah écoute, pour être tout à fait honnête et tout à fait transparente, donc moi j'ai acheté un immeuble où je voulais faire que de la location courte durée dedans. Ok. Et donc là j'ai des appartements en rénovation et j'ai une personne âgée, retraitée, en location nue, donc la rentabilité est pas top, mais elle m'a permis d'avoir un bon prix sur tout l'immeuble. Et en fait aujourd'hui je me dis que finalement peut-être que c'est bien de diversifier. Et peut-être que le jour où celui-là partira, je vais peut-être le laisser en nu. Tu vois, ou... En fait, moi, ça me fait plus réfléchir à mes stratégies. Moi, je suis convaincue qu'il faut investir et que l'immobilier, c'est très important. C'est une valeur refuge, en fait, à condition qu'on soit conscient que ça demande aussi un peu de travail, hein, clairement. Ouais. Mais pour moi, c'est pas du tout la fin ou la crise. Enfin, moi, en tout cas, ça ne m'empêche pas dans mon parcours de continuer. Et donc, ce que je peux dire aussi, c'est que aujourd'hui, j'ai reçu mon compromis pour un nouveau bien, pardon, par email, donc à signer avec cette procédure par rapport à la crise de façon dématérialisée. Bon, du coup, j'ai pas pu signer parce que j'ai terminé de préparer la conférence, mais je signerai demain matin. On Mais l'empêche vraiment de faire des investissements là avec cette conférence. vous avez vu ce que je fais pour vous? Non, voilà, plus sérieusement, moi, en tout cas, je continue sur ma lancée. Effectivement, je comprends totalement que des personnes aient peur. Pour moi, c'est un risque à prendre et qui vaut vraiment le coup. Qui vaut vraiment le coup. En plus, allez, au pire, j'aime pas penser en plan B. C'est Steve Delcarim qui dit ça, que les plans B, c'est pour les losers. J'aime bien cette phrase parce qu'elle me challenge. Moi, j'ai toujours des plans B et tout, mais en fait, je pense que c'est pas bon, quoi. Donc, non, dans ma tête, pour moi, c'est un truc. Au pire, on peut revendre. Voilà, il y a Ouais, un risque, il n'y a pas trop de risque. ouais, c'est un risque qui est mesuré, et puis il y a toujours une porte de sortie finalement pour, euh, pour s'en sortir, quoi. Voilà. Et c'est vrai, enfin, je ne veux pas vous spoiler, on va dire, la conférence de demain, mais c'est clairement de ça qu'on va parler aussi. Bon, c'est vraiment pas le sujet de ce soir, mais on ne sait pas vers où on va. On ne sait pas si le marché immobilier va baisser, s'il y a une baisse de prix. C'est possible qu'il y ait une baisse de prix et beaucoup en parlent, hein, on ne va pas se le cacher. C'est possible qu'il n'y ait rien du tout, que ça continue à augmenter comme ça augmente maintenant. Et je vais vraiment vous faire mon analyse demain là-dessus. Mais malgré tout ça, en fait, même s'il devait y avoir une baisse, même si je prends l'exemple de 2008, par exemple, on a eu une vraie baisse immobilière en France. Ça a baissé de presque 20%. Enfin, ça dépend des endroits, mais on a eu une baisse assez considérable quand même. Si on regarde les chiffres et qu'on regarde le graphique, finalement, euh, la baisse, elle a vraiment eu lieu fin 2008. J'ai encore regardé ça aujourd'hui et elle a eu lieu fin 2008 et fin 2009, début 2010, donc seulement un an et demi après, les prix ils avaient déjà repris en fait au même niveau qu'ils étaient au moment de la baisse, quoi. Donc voilà, c'est sûr que le marché c'est pas une ligne droite, c'est pas une pente ascendante. Il y a des montées, il y a des descentes, il y a des descentes, il y a des montées. Voilà. Et encore une fois, l'immobilier, enfin, c'est vraiment pas le sujet de ce soir. Je peux vous dire que c'est une valeur refuge, blablabla. Et puis, vous pouvez dire que je dis ça parce que voilà, c'est mon domaine aussi et tout ça. Mais
voilà, comme dit, il y a toujours un petit risque, mais il y a toujours une porte de sortie. Même s'il doit y avoir une baisse, ben, ça reste de la pierre. C'est pas votre pierre qui va perdre 20% en elle-même. Si jamais vous vendez, c'est là que vous faites une perte de 20%. Donc voilà, il y a toujours des portes de sortie et enfin, c'est pas le sujet de ça, mais ouais, c'est pour ça que j'adhère tout à fait à ce que tu dis. Et encore une fois, c'est ce qu'on a dit les 2 dernières conférences, mais raison de plus pour être vraiment bien informé. C'est pour ça que, franchement, je vous félicite. On est un petit peu moins nombreux ce soir que les 2 autres soirs, mais je vous félicite pour ceux qui sont là parce que voilà, c'est sûr que le juridique, c'est pas forcément le truc qui fait bondir au plafond tout de suite et tout. Mais par contre, c'est vraiment ça qui fait la différence aussi entre ceux qui sont juste là sur le superficiel et qui voient que le bon côté et tout ça, et ceux qui creusent vraiment le truc et qui s'informent concrètement. Et ça fera la différence aussi à ceux qui savent justement se préparer et qui sauront trouver une porte de sortie quand ce sera nécessaire ou qui sauront se protéger ou par rapport à des choses qui peuvent arriver. Donc vraiment félicitations à ceux qui sont là ce soir parce que, voilà, vous prenez de l'avance par rapport à d'autres qui, justement, ne sont pas là, quoi. En fait, c'est aussi un moment où on peut se poser la question. Tu vois, je me dis, alors est-ce que cet appartement en location nue, bah ok, j'en fais de la courte durée, mais est-ce que j'accepte alors le risque de m'enrichir peut-être un peu plus vite, mais que parfois ça peut être vide si on a d'autres périodes de confinement. En fait, voilà, faut se poser des questions, s'interroger sur ses stratégies. On est un investisseur, c'est pas grave si on change d'avis. C'est le moment aussi de faire ça, en fait. Et pour les gens qui ont peur, parce que moi je vous le dis aussi, hein, j'ai peur pour la santé de mes proches, je me pose des questions sur l'économie, j'ai peur, oui. Après, j'ai lu quelque chose par rapport à ça, c'est que le désir de vivre, il doit être plus fort. Donc faire des projets, des plans, voilà, moi j'ai monté mon site internet pour mes futures locations courte durée. Comme je te dis, bah là je suis en train de chercher le financement pour un bien. Voilà, il faut que ces projets-là, ils soient plus forts et j'ai vraiment confiance en l'avenir grâce à ça aussi et je le vis mieux. Mais après c'est normal aussi d'avoir des coups de moins bien, de ne pas avoir le moral tout le temps, enfin, c'est humain. De toute façon, la vie, c'est un marché économique et c'est un marché qui fait des vagues, que ce soit la vie, l'économie, et voilà, il faut faire avec. Et j'ai vu un truc passer dans le chat là, Kevin qui dit peu importe si ça monte ou l'inverse, un vrai investisseur saura s'adapter et optimiser. Et franchement, c'est exactement ça. Au top, Et, Kevin. ouais, et c'est vraiment dans les moments de baisse aussi qu'il y a des opportunités à faire. Encore une fois, je ne veux pas vous spoiler la conférence de demain, mais voilà, là, moi, je le sais. Enfin, au début, j'étais très inquiet aussi par rapport à tout ça, à ce qui se passe. Je ne vais pas vous cacher que je le suis encore un petit peu. Hein. Je ne sais pas 100% ce qui va arriver demain. Je n'ai pas de boule de cristal, mais par contre, je sais que clairement, il y aura des opportunités à saisir. Et franchement, félicitations à vous pour être là parce que vous ferez sûrement partie de ceux qui sauront saisir ces opportunités, quoi. Top. Du coup, on reprend avec quelques questions là qui étaient passées. Alex, très intéressant, qui nous dit expulsion plus rapide en cas de bail notarié. Ça, c'est aussi une idée reçue. On peut parler rapidement du bail notarié pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, déjà, peut-être expliquer ce que c'est. Ouais. Donc, le bail, c'est le contrat de location. Et notarié peut être fait chez un notaire. Donc, en fait, l'avantage de ce bail-là, alors, il a des inconvénients aussi, notamment son coût. Ouais. Mais l'avantage. C'est à peu près 1000 euros, je crois, hein, le 800, 1000 euros à peu près. Alors, écoute, là, moi, je me suis renseignée récemment. Alors, on m'a dit un quart, alors je sais pas combien ça fait, mais on m'a dit un quart du loyer, plus, selon le nombre de pages de diagnostic à joindre, plus 125 euros d'enregistrement. Donc, oui, ça doit être pas très loin de 1000 euros. Ouais, un peu moins de 1000 euros, quoi, en fait. Entre 500 En fait, et 1000 euros, peut-être. Ouais. voilà, c'est un contrat, enfin, c'est un document, si vous voulez, qui a l'exécution forcée à l'intérieur. C'est une clause qui permet, par exemple, de faire une saisie-attribution sur le compte, donc une saisie sur le compte bancaire, entre guillemets, sans prévenir. Ok. Donc, et sans décision de justice, surtout. Ouais. Donc concrètement, ça veut dire ton locataire te paye plus, tu peux saisir, tu peux faire une demande à la banque du locataire pour prélever le montant du loyer directement sur son par compte, huissier, par huissier, mais sans décision de justice. Donc ça ne doit pas passer par un tribunal. Donc, en fait, le bail notarié, c'est vraiment un truc qui vous protège énormément, peut-être encore plus que certaines garanties et tout ça. Par contre, ça a un coût. Ouais. Donc ça, c'est pour vraiment le recouvrement pur, l'argent. Pour l'expulsion, par contre, ça, contrairement à une idée reçue aussi chez les investisseurs, il faut quand même passer au tribunal pour obtenir une décision, pour expulser. Donc le bail notarié, le seul gros avantage qu'il a, c'est par rapport au recouvrement du loyer.
En fait, c'est un bail notarié parce que vous le signez devant un notaire, hein, donc c'est comme un compromis de vente que vous signez devant un notaire. C'est un bail qui est vraiment officiel, enfin qui est notarié, quoi. Donc voilà. Ok. Frédéric, alors je lis pas les questions avant de les afficher. Alors j'espère que. Pourquoi la CAF ne consulte pas le bailleur avant d'arrêter les versements, surtout s'il n'y a pas d'état des lieux de sortie? Et oui. Comment le dire de façon politiquement correcte? Alors, en fait, en droit français, de toute façon, donc le locataire est le plus protégé en bail d'habitation, ça vous l'avez bien compris. C'est la dignité humaine qui va justifier, par exemple, un surendettement. Ça va être l'humanité, des valeurs philosophiques comme ça qui justifient des avantages, entre guillemets, ou certaines situations. Et notamment, l'aide apportée, en fait, ne doit pas être soumise à un respect de procédure, selon eux, je pense. Hein. Après, ça, c'est des avis différents. Mais en tout cas, selon la CAF, c'est on aide la personne, point. Mais je suis d'accord qu'elle n'est pas correcte si elle ne t'a pas rendu les clés, n'a pas fait d'état de sortie et ne t'a pas donné congé par écrit ou un mot comme quoi elle quitte ton logement. C'est pas du tout correct et je suis bien d'accord, surtout que toi tu te retrouves et sans loyer et sans CAF avec le logement que tu peux pas reprendre. Donc Ouais. je suis d'accord avec toi. Enfin, tu l'as pas dit en tant que tel, Frédéric, mais voilà, je pense que c'est ce qui ressort de ton commentaire. C'est pas Yes. juste. Kenny du virus qui nous demande, enfin qui dit, alors ça j'en sais rien moi, tac, je crois que dans certains cas les loyers impayés sont tout de même imposés. Ah, en société, je pense que oui. Après, en particulier, je suis moins sûre. Encore une fois, je le dis sans honte, je ne suis pas du tout spécialiste fiscal. Ouais. Mais Alors en société je saurais pas te dire, maintenant enfin honnêtement j'ai jamais entendu ça, en tout ouais. cas je vois pas pourquoi il devrait être imposé parce que finalement tu es imposé sur le montant que tu touches. Ouais, Donc si tu peux nous préciser si tu es au courant d'un cas, parce que comme ça, on l'apprendra ouais. en même temps. Je pense que, enfin, du moins en particulier, après, même en société, en fait, je vois pas, parce que surtout une société est imposée sur le bénéfice qu'elle fait, donc un loyer qu'elle ne touche pas, un loyer impayé. Après, tu sais, en SCI, alors en société à l'IS, Ouais, pas SCI, mais il me semble qu'en société à l'IS, tu dois payer sur je sais pas les bons termes, mais sur les choses que tu as facturées, en fait. Et ça, je le sais parce que c'est pareil dans certaines études d'huissier, des sociétés d'exploitation, des choses comme ça. Je sais que tu dois parfois payer sur des choses que tu n'as pas réellement touchées. Donc peut-être qu'il parle du cas des sociétés à l'impôt sur les sociétés, justement, à l'IS. Mais à confirmer, enfin si tu as la réponse, en tout cas, Kenny, n'hésite pas. ouais. Enfin, moi, Ma part, je crois franchement, pas. je pourrais pas répondre à ça, je pense pas. Alors, si on ne fait pas le nécessaire pour recouvrir les loyers, on peut être imposé sur les revenus fantômes en IR, revenus fonciers apparemment. Ok, donc au-delà, c'est en société et ah non, en Non, IR. en IR, les revenus fantômes. Alors franchement, oui, en IS, imposé sur facture, mais pas sur paiement. Alors même là, tu vois, enfin, renseigne-toi vraiment et le prends peut-être pas pour acquis parce que moi, enfin, je pense que, enfin, moi, je suis vraiment de l'avis contraire. Encore une fois, je suis pas sûr de dire vrai, mais moi, je serais de l'avis contraire de dire que non, si t'encaisses pas en fait les loyers, il n'y a pas de raison que tu sois imposé dessus parce que, et notamment en société. Enfin, même une société n'est pas imposée vraiment sur le montant de ses factures, elle est imposée sur ce qu'elle encaisse. Donc, ouais, renseigne-toi peut-être si tu peux même nous sortir un texte là-dessus, volontiers. Ça C'est clair. m'apprendrait quelque chose. Mais là, je pense pas. Enfin, moi, personnellement, je pense pas. Mais encore, Après, je pense encore à quelque chose par rapport aux impôts, encore un conseil ou voilà, un partage d'expérience qu'on peut donner aux personnes qui ont encore le courage d'être avec nous. Et je vous remercie, franchement, ça me fait super plaisir. Donc, je vous donne encore d'autres infos. Toi, surtout en colocation, je pense que tu es au courant, c'est que quand un locataire quitte les lieux, il faut le signaler en fait aux impôts, tout simplement. Parce que si le propriétaire ne le fait pas, il peut être redevable de la taxe d'habitation. Il manquerait plus ouais. que ça. Et toi, c'est marrant qu'on parle de ça parce que tu vois, ça, il y a encore une année, enfin ouais, 1 à 2 années en arrière, je le savais pas, tu vois. Et, et justement, ouais, un jour, j'ai eu la surprise d'être redevable de la taxe d'habitation que j'ai pu faire annuler finalement, donc je me suis fait dégréver. Mais ouais, en effet, donc et même que ce soit en colocation, en n'importe quel type de Oui, oui, location, tout à fait. le locataire est à déclarer aux impôts. Donc c'est vrai qu'en colocation, c'est un petit peu plus embêtant à faire parce qu'il y a plus de roulement. Mais ouais, il faut faire une lettre au service des impôts à chaque fois
pour déclarer quel locataire est en place. Après, c'est surtout important, en fait, quel locataire est en place au 1er janvier, parce que c'est là vraiment que va être calculée la taxe d'habitation. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la taxe d'habitation, c'est vraiment, si vous êtes en place le 1er janvier, vous êtes redevable de la taxe d'habitation pour ce bien-là. Si vous sortez le 2 janvier, mais que vous étiez dedans au 1er janvier sur le bail, vous êtes redevable de la taxe d'habitation pour cet endroit-là. Voilà. Je trouve que c'est un peu mal fait ça, mais bon, on ne va pas discuter là-dessus. Patrick qui nous donne une question assez longue, assez spécifique. Je suis intéressé par un bien mis en vente sur Internet. Cette maison est vétuste et il y a beaucoup de travaux effectués, mais intéressant car bien situé et rentable après travaux. OK. Mais ce bien est squatté par un SDF. OK. Est-ce moi qui devra faire expulser le SDF ou le propriétaire avant l'acquisition du bien? Et que faire si le SDF ne veut pas sortir? Alors, je pense que Claire pourra mieux répondre que moi. Maintenant, si je peux donner mon avis dessus, ça dépend en fait de ce qui va être mis dans le compromis. Parce que, en fait, dans le compromis, tu peux très bien. Le compromis, c'est un contrat, hein, donc en fait, tu peux très bien mettre que le squatteur est à la charge de l'acheteur ou à la charge du vendeur, finalement. Je sais pas ce que. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Pareil, c'est à toi de t'accorder avec le vendeur là-dessus dans le compromis. Vraiment mettre une clause où il y ait le moins de discussions possible, évidemment, pour une sécurité juridique. Ouais. Et donc là, ce que je voulais aussi dire, c'est que je vous ai dit avant donc, le délai d'1 an et demi à 2 ans pour une expulsion. Mais là, j'ai discuté avec un investisseur qui, justement, avait mis dans son compromis qu'il n'achète le bien que si l'expulsion a été faite. Figurez-vous que ce locataire, il a interjeté appel, donc il a fait appel de la première décision qui lui demandait de partir, donc qui prononçait son expulsion. Et que bah là, du coup, il bénéficie de la trêve hivernale jusqu'au 31 mai. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler alors que c'est quand même mon cœur de métier. Elle a été prolongée, elle n'empêche pas certaines démarches, hein, attention. Mais en tout cas, on ne peut pas faire de mesures d'expulsion avant cette date-là, donc avant le mois de juin en fait. Et donc du coup, comme toute la procédure n'est pas terminée, il faut encore que l'huissier demande le concours de la force publique et le préfet a 2 mois pour répondre, sauf que l'huissier lui a dit bah écoutez, chez nous, le préfet il met plus que 2 mois, donc en fait l'acquéreur, donc l'investisseur qui veut acheter ce bien, mais il y a une procédure d'expulsion en cours, l'acquéreur n'est pas du tout sûr qu'avant la prochaine fin de trêve hivernale, cette personne soit sortie. Donc en fait, il me demandait un peu mon avis par rapport à ça. Je dis ben, ça dépend du risque que tu es prêt à prendre, mais pareil, c'est une personne âgée, ou tu vois, là, c'est un SDF, en fait, c'est des personnes qui sont considérées comme fragiles. Donc, bon, je suis pas sûre que le préfet, les services sociaux consultés... Ouais, juridiquement, ils vont être quand même, quoi. Ouais, voilà. Après, c'est assez politique comme décision. C'est est-ce qu'on préfère indemniser un propriétaire et le laisser dans les lieux, ou est-ce qu'on préfère accorder le concours de la force publique? Voilà, c'est assez politique, ça dépend des départements, des partis au pouvoir, etc. Yes. Par contre, Patrick, ça peut être un excellent critère de négociation, par contre, ça. Donc, tu peux très bien mettre dans le contrat, enfin, si tu es prêt à prendre ce risque, entre guillemets, à te faire octroyer en fait une grosse baisse face au fait de prendre ce risque de prendre le locataire, enfin le squatteur en l'occurrence, à ta charge à toi. Et à contrario, tu peux, surtout si c'est un bien vétuste, tu peux sûrement l'avoir pour un très bon prix. Donc, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Daphné qui demande quelle assurance vous utilisez. J'ai galéré avec Allianz, Areas, Aprilia. Je sais pas, enfin pour moi, il n'y a pas une assurance meilleure qu'une autre. Ils sont tous à peu près équivalentes. Moi, personnellement, je suis chez Allianz. J'ai tous mes biens là-bas et du coup, et même des contrats pro et des contrats santé, tout ça, perso là-bas. Donc forcément, quand tu as plein de contrats dans une assurance, ben, tu as des meilleurs tarifs aussi. Donc, si je peux te donner un conseil là-dessus, et c'est plus facile en gestion, mais après, il n'y a pas une assurance meilleure que d'autres. Je sais pas ce que toi t'en penses, Claire, mais... Bah, moi j'aurais dit si tu sais pas, peut-être la prendre à ta banque, mais après c'est c'est juridique, c'est plus un conseil de business. Ouais. Après, la prendre à la banque, en fait, moi je pense que les assurances des banques, alors je dis encore d'une façon générale, hein, mais je pense que la banque, en fait, c'est pas son travail forcément de base d'assurer, et donc je pense qu'ils sont moins compétitifs que d'autres assurances. Par contre, ça peut être un excellent poids en fait dans la balance du financement, de dire par exemple, ben ok, vous voyez, j'ai quand même 3 biens en assurance chez vous, donc si vous m'accordez encore ce crédit, j'en prends encore une 4e. Par contre, si vous enfin voilà, ça peut être un argument de négociation face à la banque de dire voilà, on lui octroie l'assurance, parce que concrètement, la banque elle gagne pas d'argent sur le crédit directement, ou pas beaucoup en tout cas, mais par contre sur les assurances là, c'est ça qu'ils aiment vendre en fait, hein.
En fait, ouais, je dirais, c'est très embêtant, surtout quand on n'est pas juriste, de lire les conditions, de lire si est-ce qu'ils payent tout de suite dès le premier mois, est-ce qu'ils vont payer tous les impayés ou est-ce que ça va être seulement 12 mois, est-ce qu'ils prennent en charge les frais de justice, est-ce Ouais. que tu as un avocat en permanence, est-ce que c'est toi qui dois sortir les frais, il te rembourse ou est-ce que il les paye directement à l'huissier, à l'avocat, voilà, c'est ce genre de choses, mais après j'ai pas de contrat à te recommander, Ouais. pas sponsorisé. On fera pas de placement de produit ce soir. Euh, et une question de Valentin assez intéressante. Enfin, ça c'est pour toi. Du coup, y a-t-il des sites en particulier que tu conseilles pour suivre l'actualité juridique sur l'IMO? Oui. Oui. Alors là j'ai pris avec ma sœur aussi un abonnement au particulier, mais bon ça c'est payant. Sinon si je regarde sur le gratuit, alors ce qui peut être bien c'est l'avis IMO, j'aime bien, on a des petites actualités juridiques. Je regarde aussi l'UNPI, c'est l'Union nationale des propriétaires immobiliers si je ne me trompe pas. Pierre, si tu veux, tu peux peut-être même les mettre dans le chat comme ça. Ok, Si- donc l'UNPI. Après, moi je publie de temps en temps sur le... UNPI. Comment? Ouais, vas-y, j'écris en même temps que tu Ah, parles. t'écris, super. Donc, Ok. l'avis IMO, l'UNPI, je sais plus, ça s'appelle la lettre de l'UNPI ou un truc comme ça. Donc, le particulier, par contre, ça, c'est payant. Et j'aime bien aussi regarder, donc, après, voilà, je regarde un peu le journal officiel. J'ai un mail tous les matins, donc j'ai de voir un peu de quoi ça parle. Ouais. Mais bon, ça, je vous conseille pas de le faire parce que c'est un peu embêtant. Ou sinon, sur Facebook, il y a des très bons groupes. Alors, je introduis comme ça. Donc, ce que je voulais dire avant qu'on en parle, moi, parfois, je partage un peu d'actualité juridique, mais je préfère plus parler de cas concrets. Sinon, il y a un super groupe IMO que j'aime bien. Ça s'appelle Immobilier Gestion Locative sur Facebook. En fait, l'admin, il y a deux admins, une juriste et puis quelqu'un qui est plus spécialisé dans la gestion locative, tout ce qui est agence immobilière, tout ça. Et ils partagent beaucoup d'actualités. Ouais. Donc, pour moi, en tant que juriste, je trouve ça top. Après, en tant qu'investisseur, je vous conseille vraiment d'aller suivre ça. Top. Si vous, pareil, vous avez des groupes ou des sites à suivre, n'hésitez pas. Après, je suis... Ah si, en ce moment, en ce moment, il faut vraiment regarder le QG de Yann Darwin. Je ne sais pas s'il y en a qui le regardent, mais je trouve que c'est hyper bien fait. Ouais. Très bien expliqué. D'ailleurs, pour tout ce qui est les problèmes commerciaux. Et puis, j'avais vu une personne qui disait avant qu'elle était locataire dans un local commercial et que son Ouais, propriétaire... j'allais venir à cette question justement, c'est intéressant. Bah, je vais Ouais. l'afficher. Et ben, c'est l'émission du 23 mars, 24 mars, je sais plus. Dans la vignette miniature, il y a marqué à télécharger. Et en fait, c'est des courriers d'avocats à télécharger par rapport justement à cette loi sur les retards de loyer, enfin les reports de loyer. Et même elle, en tant que locataire, elle peut tout à fait télécharger le courrier et puis le tourner en sens inverse pour répondre à son propriétaire. Ouais, clairement. Bah ouais, là, par exemple, donc c'est vraiment au cœur de ce qu'on a dit ce soir. Là, Fiona qui nous dit, j'ai une entreprise et je loue un local pro, mais avec cette crise, je ne peux pas payer le loyer. Cependant, le propriétaire me demande de payer le mois de mai. Comment contester? Merci. Donc en fait, comme l'a dit Claire avant, déjà, il faut que pour pouvoir reporter ton loyer, ce qui a été autorisé par le gouvernement, il y a deux conditions à remplir, hein, si je comprends bien. Claire, c'est que la première, c'est que le chiffre d'affaires ne doit pas ton chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 1 million d'euros sur l'année et il faut que ton bénéfice soit inférieur à 60 000 euros. Donc, Voilà, si tu remplis et ouais, être une TPE avec moins de 10 salariés. et être une TPE de moins de 10 salariés. Donc, si tu remplis ces trois conditions, bah, en fait, tu es tout à fait dans la légalité si tu peux, si tu veux décaler reporter le paiement de ton loyer et de tes charges. En fait, c'est si tu es une entreprise qui est éligible au fonds de solidarité, donc je vais juste reprendre parce qu'il y a aussi si tu as fait l'objet d'une fermeture administrative, ou si tu peux justifier que par rapport à avril 2019, en avril 2020, tu as fait moins de chiffre d'affaires. Enfin, tu peux regarder, je pourrais mettre aussi le lien vers le fonds de solidarité dans mon petit document que je te transmets, et tous les critères sont rappelés. Ouais, super. Top. Alors, Valentin, il demande mon blog, juste je précise, en fait, donc sur mon blog, je suis suivie par des investisseurs, donc j'ai pas non plus envie de trop les embêter avec trop de lois, donc bien sûr, j'écris quand il y a une nouveauté. Par exemple, là, j'avais une nouveauté sur la procédure civile.
Donc je leur ai écrit, en fait j'ai mis à jour mes livres que j'offre gratuitement sur mon blog, notamment un qui s'appelle Loyer impayé, donc je vous invite à aller le télécharger, comme ça même si ça ne vous arrive que plus tard, vous aurez exactement la procédure à suivre. Donc là oui, quand il y a eu la grosse réforme de la procédure civile, bien évidemment j'ai informé les gens qui me suivent sur le blog. Mais je ne fais pas des mails toutes les semaines pour dire les petits trucs qui changent, non. Top. Je vais mettre le lien vers ton blog aussi, donc c'est recouvremansfacile.com. Exactement. Tac. Recouvrement-du6 facile.com. Hop. Top. Une question de Jérôme encore. Bon, on va essayer d'aller un peu plus vite sur les questions. Je vois qu'il y en a encore pas mal à traiter. Jérôme, avec une expulsion par défaut d'assurance, c'est combien de temps? C'est la même procédure que ce que je vous ai montré, c'est simplement que le commandement visant la clause résolutoire du bail va laisser seulement un délai d'1 mois au locataire pour se mettre en règle avec l'assurance. Donc il a 1 mois pour vous justifier qu'il s'est bien assuré. Et s'il ne le fait pas, là, le bail est résilié, vous enchaînez sur la procédure. Ok, donc c'est tout petit peu plus rapide, quoi, quand même. Voilà. Ok. Romain, tac, tac, tac. Pour les frais d'huissier, le remboursement par le locataire se fait au titre de l'article 700 du NCPC, comme pour les frais d'avocat. Ça, c'est Oui, pour là, ça. Romain, je vois que tu as dû avoir un petit souci locatif. En fait, il faut lire le jugement. C'est pas forcément l'article 700, parce qu'en fait, ça dépend des formulations. Mais en général, ils le mettent article 700, dépend, frais, émolument. Enfin, il y a plein de termes. Et de toute façon, quand tu donnes ton jugement à un huissier de justice, tu peux lui demander qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce qui a marqué dans le jugement. C'est toujours la dernière page en fait du jugement qu'il faut regarder. Il y a marqué par ses motifs, tac, 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 donc les décisions du juge un peu en résumé. Ça s'appelle le dispositif. Après, ce que tu dois savoir aussi, c'est que la loi met par principe les frais d'huissier à la charge du débiteur. Donc le juge, s'il ne les prononce pas, faut lui redemander d'interpréter, ça s'appelle, donc c'est un peu embêtant. Mais si l'huissier il a un doute et que pour lui le juge n'a pas décidé ça, il va falloir juste demander au juge de compléter. Ouais. Donc, mais ça n'empêche pas déjà d'exécuter pour le reste si tu es pressé ou voilà. Ouais, top. Encore une question de Kenny du Virus. Tu fais délirer. Peut-on partager le coût du bail notarié avec le locataire? Alors, je ne suis pas sûr de ma réponse, mais je crois que, en effet, le bail notarié a un coût pour le locataire aussi. Alors, est-ce que c'est partagé ou est-ce que ça a d'office? Je crois que ça a d'office un coût pour les deux, en fait. Je sais pas Ouais. si toi, tu as la réponse. Je ne suis pas spécialiste du tarif des notaires, donc je sais que, j'ai entendu voilà, que c'est partagé, etc. Ce qui peut d'ailleurs rebuter le locataire, Ouais, ou alors tu te dis, bah, tu sélectionnes parce que lui, il a les moyens, etc. ouais, ouais. Mais à mon sens, oui, mais il faudrait vérifier avec un notaire. Hein. Vraiment, il y a vraiment tellement de choses qui changent. Là, même, bah, on avait vu, tu sais, les délais pour le droit de rétractation par rapport au compromis. Ouais. Fin mars, bah, il était décidé que oui, bah, en fait, ce délai, il va courir jusqu'à la fin de la période. D'ailleurs, ils ne voulaient pas trop signer avec moi à cause de ça, les vendeurs. D'accord. Et en fait, ça a été abrogé aussi. Tu vois, maintenant, c'est plus le cas. Donc voilà, moi, quand je suis pas sûre, franchement, je préfère que tu vérifies avec Ouais. un notaire et le tarif des notaires qui est réglementé comme le tarif des huissiers. Okay. Julie qui demande le recouvrement ne risque-t-il pas d'être dénoncé lorsqu'on parle d'un locataire qui se voit directement débité par sa banque sans avoir été prévenu au préalable? Donc là, on parle encore du bail notarié. En fait, enfin, Claire répondra peut-être mieux que moi, mais en fait, le locataire, il a en fait rien à dire là-dessus parce qu'en fait, quand il a signé son bail notarié, il était très conscient qu'en cas d'impayé, il allait être débité sur son compte en banque, quoi. C'est ça. Après, bon, la loi, elle est ce qu'elle est, elle ouvre un recours quand même. Mais Ouais. donc, on a toujours le droit de saisir un juge, de faire plein de demandes, de contester. Mais avec un bail notarié et puis bah, le fait qu'il n'y a pas eu de paiement, je vois pas trop ce qu'il peut contester. Après, par exemple, s'il prouve qu'il a payé, là, ça va être au propriétaire de devoir s'expliquer pourquoi il a fait ça. Et le propriétaire peut très bien être condamné à des dommages d'intérêt à verser au locataire, etc. Donc oui, il peut avoir un recours, mais je vois pas pourquoi ce recours pourrait prospérer. Ouais. Ouais. Là, je vois que Kenny du Virus, il a mis un article encore là pour ce qu'on parlait avant sur les SCI à l'IR. Donc là, c'est une SCI à l'IR qui a été imposée sur des loyers non perçus. Ok, Très bien. en tout cas, merci pour l'article. Moi, Merci.
Je vais me l'ouvrir aussi et je vais voir ça après. Donc, cool. Je donne un peu de boulot à Claire. Voilà. Philippe qui demande, en colocation, faut-il déclarer tous les locataires? Oui, en colocation ou en peu importe ce que tu fais, il faut déclarer tous les locataires. Le petit malin de Limo Morin. Une question. J'ai eu les conseils de la CAF j'ai eu les conseils de la CAF de faire un plan apurement de la dette. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, un plan d'apurement de la dette. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça se passe si ne payent toujours pas la dette du plan d'apurement? Alors, j'essaye de réfléchir. Est-ce que j'avais chez les huissiers quelque chose par rapport à ça? En fait, moi, les dossiers que j'avais, il y avait toujours une décision de justice. Donc, sur la CAF, honnêtement, je n'ai pas envie de te dire de bêtises, donc je peux pas te Ouais. répondre. Si quelqu'un a une expérience par rapport à la CAF et tout ça, dans le chat, surtout, n'hésitez pas à nous le dire. Quelqu'un travaille à la CAF dans le chat, manifestez-vous maintenant, s'il vous plaît. Frédéric, prendre une assurance à sa banque, ça aide pour négocier l'obtention d'un futur prêt. Ouais, c'est ce qu'on a dit. C'est vrai que j'ai un peu de retard moi dans le chat. Là, je suis en train de prendre des questions qui ont été posées il y a une plombe. Ton blog, on l'a pris. À propos de l'assurance, je suis en négociation avec une société de crédit. Alors attends, ça je vais l'afficher. Je ne sais pas si c'est une question. Patrick, à propos d'assurance, je suis en négociation avec une société de crédit qui me demande un montant exorbitant pour assurer un crédit dont les conditions d'octroi sont très satisfaisantes. Comment faire pour garder ces conditions d'octroi et imposer mon assureur? Alors, En gros, il voudrait prendre une autre assurance que celle de la banque, mais il a peur d'accord. que s'il ne passe pas par l'assureur de la banque, il ne puisse pas garder les super bonnes conditions du prêt lui-même. Ouais. Alors, par rapport à ça, on va dire, une fois que les conditions une fois que la banque t'a accordé le crédit, que l'offre de prêt a été signée, que le crédit est en place, etc., théoriquement, tu as le droit de changer comme tu veux d'assurance. En plus, il y a même une loi qui est passée, qui t'autorise maintenant à changer beaucoup plus facilement qu'avant. Il y a plus, avant, c'était vraiment un an, je crois, de préavis, et maintenant, on peut changer instantanément ou d'un mois à l'autre avec un seul mois de préavis. Alors là, je suis pas sûr non plus, mais Les conditions proposées sont équivalentes, il me semble. non, je crois pas que c'est ça. Bien sûr, il faut que ça assure le même prêt, mais c'est si. Moi, j'ai eu le cas, par exemple, là, j'ai remplacé mes assurances de crédit et il y a certaines assurances que j'ai pu changer tout de suite et les assurances qui étaient en place depuis plus d'un an déjà, il y a encore un an de préavis en fait. Donc celles qui sont déjà en place depuis un an, il y a un an de préavis et celles qui sont pas encore, celles qui ont été mises en place il y a moins d'un an, on peut les changer plus rapidement, quoi. Donc voilà. Après, donc théoriquement, tu peux changer comme tu veux avec un certain préavis en fonction de quand tu as reçu les assurances. Maintenant, c'est sûr que si tu as envie de repasser par cette banque pour un autre prêt, c'est sûr qu'elle risque de te le reprocher et de jouer là-dessus en fait pour ne plus t'accorder le prêt. Donc après, est-ce que ça vaut le coup de gratter un petit peu? Et c'est ce dont on parlait aussi lundi avec Damien. Est-ce que ça vaut le coup de gratter un petit peu pour avoir une assurance plus intéressante en termes de tarifs, mais par contre de plus pouvoir enchaîner derrière dans la même banque? Voilà, donc c'est vraiment un mettre dans la balance. Après, ça peut être intéressant de changer d'assurance. Enfin, voilà, moi, par exemple, là, en changeant d'assurance, j'économise presque, j'ai fait baisser de presque 90% mes mensualités, donc c'est assez énorme. Mais ouais, donc il faut vraiment mettre ça dans la balance, quoi. Tac. Le délai de rétractation, finalement, reste de 10 jours. Alors ça, c'est intéressant, justement. Roxane qui demande, le délai de rétractation, finalement, reste de 10 jours. Donc, Oui. peut-être, ouais. Donc, le délai de rétractation reste de 10 jours. Après, ce qui a été décrété, justement, alors je ne sais pas quand ça a été décrété, au début du confinement, je crois que… De mémoire, c'est une ordonnance du 25 mars. Bah oui, puisque c'est celle qui proroge tous les délais. C'est la Ouais, 2020. c'est ça. En fait, donc cette ordonnance-là faisait que tous les délais en cours, donc par exemple le délai de rétractation d'un compromis de vente, restaient gelés, en fait, jusqu'à la fin du confinement, plus un mois. Donc, en fait, vous aviez un très gros délai de rétractation. Ça, c'était un peu contre les vendeurs. Et du coup, ce que Claire m'a dit, là, c'est qu'au 25 avril, c'est ça, Ouais, c'était au 15, au 15 ou 16. avril, Je crois que c'est 15. ouais, au 15 avril, du coup, ça a été annulé, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Top. Alors, Patrick, encore pour une question.
J'ai un copain que le Secours catholique a mis à disposition d'une maison contre un petit loyer. Le bail a été résilié au 31/3/2021, mais il occupe la maison à cause du coronavirus. Le bailleur lui a dit de respecter sa demande d'occuper les lieux compte tenu des événements liés au coronavirus, mais le bailleur refuse de prolonger le bail. Bah ouais, c'est son droit le plus absolu. En fait, aucune loi n'a demandé qu'un bailleur prolonge un bail pour cause de coronavirus. Bien évidemment, ils sont incités à se mettre d'accord avec le locataire et de ce que j'expliquais, de faire une convention d'occupation précaire et de verser une indemnité d'occupation. Mais il n'y a pas d'obligation de prolonger le bail, à ma connaissance, hein. Même si c'est le Secours catholique et tout ça, il n'y a pas d'exception pour les associations, ou tu vois. Alors, je te parle pas de la morale, hein. Moi, je te parle juridiquement. Après, moralement, est-ce que c'est contestable? Ça, je laisse chacun, voilà. Mais juridiquement, il n'y a pas de raison. Ouais. Et du coup, est-ce que cela signifie qu'il devra quitter les lieux sitôt la fin du confinement? D'autre part, il n'a jamais pris d'assurance. Est-ce qu'en quittant le loyer, il devra quand même prendre une assurance? Déjà, il aurait dû prendre une assurance, Ouais. mais ça, tu le sais, puisque tu as fait la remarque dans le commentaire. Et donc, après, l'autre question, ouais. Ah ouais, alors est-ce qu'il devrait prendre une assurance? Ouais, pour moi, il doit quand même en prendre une maintenant, hein. Faut qu'il appelle son assureur, mais zéro Ouais. assurance, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment une question assureur, mais pour moi, à partir du moment où tu es dans les lieux, ça doit être assuré, en fait, que tu y Ouais. sois légalement ou pas, en fait, hein. C'est ça, ouais, convention Bon. d'occupation précaire pour moi. Je pense aussi à vérifier avec l'assureur. Est-ce que cela signifie qu'il devra quitter les lieux sitôt la fin du confinement? Bah oui, après, j'ose espérer que le secours catholique ou le secours populaire, je sais plus, lui laissera voilà, quelques jours, mais Ouais, juridiquement, oui, il doit quitter les lieux, bien sûr. c'est sûr. Top. Ouais, on est arrivé au bout des questions. Écoute, on est plutôt pas mal. 1h51 de live. C'est cool. Waouh! Franchement, je vous félicite, mais je suis scotchée que pour du juridique, entre guillemets. Après, j'essaye de rendre ça intéressant et franc aussi. Et vous avez des super remarques dans les commentaires, mais vraiment, je suis étonnée et je vous remercie énormément. Ouais. On a Free là qui nous met encore un lien pour le changement d'assurance. Donc en effet, c'est vrai, Romain il nous l'a rappelé, c'est la loi Hamon. Joël aussi. En effet, c'est la loi Hamon qui autorise ça maintenant. Donc là, vous avez un lien aussi si vous voulez. Puis c'est pour en savoir plus pour le changement d'assurance. Et c'est vrai que la loi Hamon en fait s'applique non seulement à tout ce qui est assurance IMO, prêt, etc. Mais c'est peu importe, même une assurance voiture ou quoi, tout ce qui est assurance en fait, c'est couvert par la loi Hamon. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Et c'est En assez tout cas, récent. que tous les gens qui sont présents ce soir, ils sont prêts à la fin de cette période difficile à saisir des opportunités, à investir, à se lancer, à continuer les investissements. Belle audience, vraiment. Vous pouvez vous féliciter. Ouais, et justement, juste pour le fun, là, on va finir sur un petit sondage aussi. Allez, on est direct, on est sec. Qui se lance là, à la fin du confinement? Qui est convaincu que la fin du confinement, c'est vraiment une opportunité par rapport à des choses qui vont se passer? Ok, pas mal du tout là. On a quand même des noms, hein. Donc il y en a qui sont convaincus que c'est vraiment une très mauvaise période pour se lancer. 5%. D'accord. Ok. Ouais, non, après, chacun a son avis. Et de toute façon, il faut pas faire ça si ça t'empêche de dormir la nuit. C'est ça. Ça, je suis d'accord avec eux. S'ils sentent pas, faut pas le faire, hein. Ouais, On fait ça clairement. pour s'améliorer la vie, pas Ouais. pour le contraire. Exactement. Et si vous le sentez pas, c'est votre décision et votre décision sera toujours la meilleure, quoi. Et encore une fois, on n'est pas là avec des boules de cristal et tout. On est juste là pour donner un avis. Donc, c'est cool. Mais je vois quand même que, voilà, putain, 97% des gens, Ouh, waouh. super. On voit des oui, oui, moi, oui, mais. Ok, Valentin. Donc, il y a encore des petites inquiétudes. C'est cool. Après, c'est sûr, hein, Laure qui nous dit, j'ai signé pendant le confinement. Kevin, go, go, go. Grave. Super, plus que jamais. Écoutez, j'espère en tout cas. On attend les infos de demain. Thibaut, ouais, yes. J'espère que je vous reverrai tous demain en tout cas. Euh, Franchement, merci Claire encore pour tout ce que tu as partagé. Merci pour ton temps. En plus, franchement, tu as vraiment bien préparé la chose. Tu as pu répondre à toutes les questions et tout. Franchement, chapeau. Donc, c'est vraiment cool. Encore une fois, pour ceux qui viendront demain, donc vous aurez les replays de toutes les conférences. Vous aurez également Claire va m'envoyer après les documents qu'elle a préparés, avec plaisir de vous les partager.
Je vous remettrai aussi le nom de mon blog si tu veux bien, Franck, parce qu'il y a une personne qui l'a demandé, c'est recouvremantfacile.com. Je vous le Ouais, alors, on l'avait mis avant, mais on peut le remettre encore. Ouais, Donc, pour moi, je retrouver serai là en tout cas demain soir. Top, super. Donc, si vous voulez retrouver Claire, je vous mets encore une fois le lien vers son blog. Je crois que tu as une chaîne YouTube aussi, hein? J'ai aussi une chaîne YouTube. En fait, vous la trouvez quand vous allez sur mon blog. Super. Donc là, recouvremantfacile.com. Si jamais vous... franchement, c'est toujours un plus de suivre un blog comme ça et de se tenir informé. En plus, je crois que tu publies assez souvent des articles et tout et des vidéos là-dessus. Donc, le truc avec le juridique, c'est que franchement, ça change souvent. Et on l'a vu rien qu'avec, par exemple, le décret qui a été mis sur le fait de geler les délais de rétractation et tout ça. Et on voit que voilà, ça a été mis en place en mi-mars, ça a été enlevé mi-avril. Enfin, ça change tout le temps en fait le juridique. Donc, c'est vraiment important de se rapprocher d'une expert ou d'un expert et de se tenir informé. Donc, je vous invite à suivre ce blog. Je vous le remets encore une fois. Merci Franck pour ton accueil. En tout cas, merci à toi Claire, merci à tous d'être présents, d'avoir été là. Encore une fois, presque 2 heures de live, c'est vraiment cool. Et puis du coup, hâte de vous retrouver demain pour le grand final. Et franchement, c'est cool. Je ne m'attendais pas en fait à autant de participation pour ce premier Imo Bootcamp. Et franchement, je pense qu'il y en aura d'autres, quoi. Donc c'est vraiment cool. Merci à tous. Merci à toi Claire aussi. Avec plaisir. Et on se retrouve demain du coup pour la suite. Allez, passez une bonne soirée et à bientôt. Salut tout le monde.